Je pense que nous n'avons rien de plus personnel que notre voix. Ah ouais ? La voix est probablement ce qui exprime le plus notre âme. L'hebdo des ateliers Junot, s'il vous plaît. Juno. Il se fait la voix, c'est un début. La glotte se ferme et tout d'un coup s'ouvre et la consonne explose. L'hebdo. Effectivement, il y a une physique du langage, et surtout quand tu parles. Juno. Tout de suite, l'hebdo des ateliers Junot. Bonsoir tout le monde. La vie, tout comme la réalisation d'un podcast, c'est une question de choix. Une question de choix car dans les 8 heures de son auxquelles je faisais face dernièrement, un millier de podcasts étaient possibles. 1000 directions différentes, tout aussi intéressantes, des flux d'émotions méritant tous d'être goûtés exactement comme ceux présents dans nos vies. Et si au croisement tu tournais à droite plutôt qu'à gauche ? Et si tu parlais à cette personne plutôt qu'une autre ? Et si du jour au lendemain tu planquais tout pour faire le tour du monde à la voile ? J'adore cette sensation de vide lorsque je commence un nouveau montage. Des milliers de chemins, un seul à emprunter. Je sais qu'il est là, je suis impatient de l'écouter. Mais attention, le plus important, surtout ne pas y penser. Mais oui, imaginez comment avancer en toute sérénité face à ce gouffre de possibilités. Mon conseil, foncez ! C'est ce que je fais à chaque fois. Je pose une intro, une idée de scène, la conclusion des intentions, mais j'évite surtout de m'arrêter. Une première création bancale, mais de quoi travailler ensuite, avec du début jusqu'à la fin un chemin choisi. Et je crois bien que mon invité du jour pense un peu pareil. Grégoire Cornillo est un jeune homme créatif, déjà riche de nombreuses expériences artistiques. Grégoire, 21 ans, est déjà impressionnant. À 21 ans, moi, j'étais bien loin de lancer mon podcast et d'être l'invité d'une émission de radio en direct. Mercredi 18h, bienvenue dans l'hebdo des ateliers Junot. Radio Junot. Salut Grégoire. Salut Julien. Comment vas-tu ? Je vais bien et toi ? Très bien. Comment te sens-tu dans ce début d'émission, ce début de direct là sur les ondes de Radio Junot ? Une petite excitation quoi. Un petit plaisir de partager tout ce qu'on a à offrir ce soir. Yes, très bien. Plein de choses effectivement à offrir, à découvrir. Et puis on va un peu mieux te connaître. On va découvrir le podcast que tu produis et réalises. Si on prend les termes de la radio, qui s'appelle Jeunesse Artistique. C'est un super podcast. On va un peu plus développer. On va parler de ta voix, on va parler de ton parcours. Et avant ça, j'aimerais savoir, il est 19h05, on est le 1er décembre. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce mot décembre ? Qu'est-ce que c'est ce mois ? Ah, décembre, compliqué, parce que moi je suis plus quelqu'un, on va dire, qui préfère l'été à l'hiver. Donc, et en plus, je déteste entre guillemets ce mois parce que plus on avance, moins on a de lumière la journée et plus la nuit arrive tôt. Et moi, je suis toujours là à attendre janvier, février, à partir du moment où il y a ce retournement où plus on avance, plus il y a de lumière et de minutes qui nous sont accordées par jour. Bref, voilà. Donc décembre pour moi est plutôt négatif là-dessus, mais il y a aussi le côté positif, évidemment, des retrouvailles familiales, amicales entre Noël et le Nouvel An qui arrive et qui approche. Très bien. Donc décembre comme une descente, mais finalement pour une meilleure remontée ensuite, quoi. Ouais, pour un renouveau. En plus, c'est le mois juste avant la nouvelle année. Donc c'est un peu le côté, OK, on va faire le point sur ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Et avec ce décembre, on va construire quelque chose de meilleur en janvier. Ou en tout cas, on va essayer de construire quelque chose de meilleur. Génial. Et puis tu auras de quoi revenir sur ton année qui a été riche. On va en parler. C'est quand même génial parce que c'est ton année de lancement de podcast. Ton premier podcast ? Premier podcast, effectivement. Bravo. Donc, Jeunesse Artistique, podcast, comme je décris, comme celui qui va à l'encontre des talents parmi la jeunesse et de la jeunesse parmi les talents. Donc, qui s'adresse à des jeunes artistes de tout horizon, que ce soit de la peinture, du rap, du cinéma, du théâtre, en bref, de tous les arts, de tous les milieux. Et centré sur les jeunes, parce que moi-même, je fais partie de cette jeunesse. Et j'avais hâte de découvrir un peu cette fougue qu'on nous décrit tant et de pouvoir la partager avec beaucoup de monde. Qu'on te décrit tant, mais tu la vois quand même au quotidien. Cette fougue, tu l'as même en toi, non ? Ouais, un peu en moi, c'est vrai. Je suis quelqu'un de fougueux. Et oui, ça se sent à ton énergie, à ta voix. Et puis, comme je te disais en off, vraiment impressionné par, à 21 ans déjà, d'avoir cette maturité, d'avoir cette aisance naturelle et puis d'être lancé dans un podcast. Enfin, surtout, je vais faire écouter ma voix, je vais inviter des gens.
Ça a été quelque chose de difficile pour toi ou franchement la question s'est peu posée? La question de la difficulté, c'est pas trop posé. Après, je suis quelqu'un qui me pose tout le temps des questions dans ma tête parce que je suis quelqu'un de très anxieux et très timide, même si là, ça se voit pas trop parce que y a le côté. J'ai l'impression d'être, en tout cas, d'être direct et de répondre rapidement aux questions et de pas trop réfléchir. Mais est-ce que c'est difficile en ayant 21 ans de se lancer dans le podcast? Je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est plus un train que j'ai réussi à prendre au bon moment et je me suis lancé. Je me suis dit, allez, let's go, on y va. Et puis, si ça rate, c'est pas grave, quoi. On recommencera autre chose et dans tous les cas, c'est un brouillon pour la suite. Et ça, je pense que c'est toujours important de pouvoir se dire ça, quoi. C'est génial, effectivement. Si ça rate, c'est pas grave, c'est un brouillon pour la suite. C'est très bien. Et j'aime bien cette idée de brouillon parce qu'on en parlera dans ton podcast. Tu aimes bien ces brouillons d'artistes, ces ébauches d'idées, ces promesses de création, de réalisation. J'adore. Très bien. Avant d'avancer un peu et te faire tirer une carte, parce que j'aime bien utiliser le monde de l'invisible et puisque les cartes permettent de révéler de nous, en tout cas ça va être une première porte sur toi. Comment tu te définirais là, Grégoire, ce soir 19h07, quand tu te présentes? Tu te définis comment? Alors, comment je me définirais? Déjà enchanté, je m'appelle Grégoire, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en études de gestion à Dauphine, au magistère sciences de gestion. Et je suis aussi actuellement en stage dans une boîte de production cinématographique en tant qu'assistant de production. Et en parallèle de tout ça, j'ai une vie artistique pleine, dans le sens où j'ai toujours été attiré par les arts en général, et particulièrement par le cinéma et le théâtre. Le théâtre en étant comédien depuis le début du lycée, où j'ai pu participer à de nombreuses pièces en tant que comédien, donc, et jouer de différents rôles, que ce soit du Feydeau, du Molière ou du Goldoni. Et aussi le cinéma, qui est donc un peu mon art de prédilection, où j'ai pu réaliser, produire, écrire des courts-métrages et aussi participer à différents projets sous différents rôles, comme ingénieur du son ou monteur, bref, plein de choses, voilà. Waouh, donc tout ça à 21 ans. T'as déjà essayé pas mal. Ouais. Après, c'est les petites particules que tu prends par-ci par-là, c'est pas forcément toute ma vie. On va développer un petit peu plus ça, revenir un peu sur les débuts de ton parcours et de ton histoire à toi. En attendant, choisis une question à poser aux cartes, tiens, pour ce soir. Est-ce que tu as une idée? Sinon, j'en pose une pour toi. Mais si tu as une question qui te vient, profites-en. Une question que je dois poser aux cartes? Ouais. Pour en tout cas ce soir, ou une question qui va peut-être ouvrir à la discussion, ou je sais pas, quelque chose qui te vient là, sans trop réfléchir. Pas d'idée. Aucune. Vite, sauve-moi. Non, t'inquiète, pas de problème. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que moi, je pose ma question aux cartes en pensant à toi et en canalisant ton énergie. Chère carte, voilà, montrez-moi une porte d'entrée pour ouvrir la discussion de ce soir avec mon cher Grégoire. Alors, je ferme les yeux. Tu peux fermer les yeux et te concentrer. Dis-moi stop, tiens d'ailleurs. Stop. Là, voilà la carte. Intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous la décrire et puis ensuite me dire à quoi ça te fait penser? Alors, c'est une photographie où l'on voit deux mains de personnes âgées. Des mains plutôt bien entretenues dans le sens où elles sont déguisées de par du vernis rouge et de par des bagues par-ci, par-là, entre les doigts. Des bagues plutôt précieuses, je dirais, parce qu'il me semble voir des pierres précieuses dessus. C'est un gros plan des mains. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la personne qui est derrière, mais en tout cas, je reconnais les mains âgées de par les rides, la peau fripée et les quelques taches de vieillesse. Voilà. Elle t'inspire quoi, cette photo, sur toi, qu'est-ce qui vient à toi? Il y a le côté un peu famille, dans le sens où dès qu'on voit une personne vieille ou en tout cas qui s'en approche, on a le côté... Moi, en tout cas, je le rassemble pas mal à mes grands-parents et c'est une association un peu d'images un peu bête, mais en tout cas, il y a le côté quelles sont les personnes vieilles, enfin, je vais pas dire vieilles, mais en tout cas, les personnes qui sont plus âgées, avec qui tu les associes, avec qui tu associes ce côté plus mûr, et souvent, c'est les grands-parents. Donc, j'associe ça à ces personnes-là. Ça représente quoi pour toi, la vieillesse, par rapport à ton podcast qui s'appelle Jeunesse artistique? La vieillesse, il y a un côté expérience, je pense. La vieillesse, c'est une force, comme la jeunesse en est une, mais je trouve que la vieillesse, il y a le côté aussi
tiens, regarde, moi j'ai vécu, j'ai pu vivre des expériences et je peux te raconter des histoires. Alors qu'à l'inverse, la jeunesse, il y a le côté je tente l'expérience, je ne l'ai pas encore vécu et l'histoire, je la raconterai plus tard. Il y a le côté je reporte au futur pour la jeunesse, et alors que pour la jeunesse, pardon, oui, pour la jeunesse. Et pour la vieillesse, il y a le côté je regarde le passé. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et après, encore une fois, la vieillesse n'est pas un obstacle au futur non plus. Et ça, c'est beau aussi. Génial. Et effectivement, la vieillesse, et puis on verra, cette carte est bien choisie par rapport à mon extrait de podcast, parce que c'est une femme de 99 ans qui vient effectivement nous raconter des histoires, et puis sa vision de la vie actuelle et de ce qui se passe en ce moment, avec ce recul-là, quoi. T'imagines 99 ans, enfin, c'est énorme. C'est incroyable. Quand déjà, tu vois, moi, sur 36 ans, déjà, je me dis, tiens, il y a pas mal de choses qui s'est passé quand même, et toi, sur 21 également. Est-ce que c'est quelque chose que tu attends avec impatience, ou tu es juste trop heureux d'être dans ce moment présent, créatif, tu construis tout en ce moment, quoi? Est-ce que j'attends la vieillesse avec impatience? Ou elle te fait peur? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à la vieillesse? En vrai, elle me fait un peu peur aussi. C'est pour ça que je me suis lancé dans beaucoup de choses dans ma vie. C'est que j'ai peur que tout aille trop vite autour de moi. Donc moi aussi, je vais très vite pour que je ne regrette rien, que ma jeunesse, je la vive à fond, et que ma vie tout court, je la vive à fond. Donc en fait, je pense que la vieillesse me fait un peu peur, honnêtement. J'ai l'impression que je vais trop vite dans cette vie. Effectivement, tu as l'air d'aller assez vite, mais est-ce que la société aussi, on a pris une sacrée accélération. Est-ce que tu te reconnais dans ces personnes, et moi je trouve que le podcast est aussi le cas, de slow life, de slow communication douce, comme on peut dire avec le podcast, parce que tu te permets de faire un podcast d'1 heure. Certains font des podcasts de 3 heures, alors que tu pourrais faire un podcast de 5 minutes, hyper dynamique, comme on peut voir aussi, ce type de format qui correspond plus à une société classique. Je pense que c'est intéressant d'avoir aussi une vision hybride. Je pense que la vitesse a de bons côtés comme de mauvais côtés, mais avoir les points positifs de l'un et de l'autre, c'est intéressant. Je me vois pas comme quelqu'un qui est dans la slow communication, parce que ça se voit tout de suite. Je suis quelqu'un qui fuse très rapidement dans mon débit de parole ou dans mon débit de pensée. Mais pour mon podcast, pourquoi j'ai fait quelque chose d'1 heure, c'est parce que je vendais plus une communication plutôt qu'autre chose, une discussion. Et je trouve que la discussion, elle se fait pas en 5 minutes. C'est quelque chose qui est beaucoup plus posé, où on va aller plus loin qu'un simple bonjour, ça va, oui, très bien, et toi? Ça va plus loin que ça. Et moi, c'est ce que j'essaye de défendre, en tout cas dans mon podcast, c'est qu'il y a des gens qui sont derrière souvent des œuvres d'art. Et les œuvres d'art, elles sont pas faites en 1 seconde, elles sont faites avec beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de travail. Et souvent, c'est une vie qu'il y a derrière. Alors, une vie jeune pour les personnes que je présente, mais en tout cas, une vie quand même. Une vie déjà riche, parce qu'effectivement, dans les épisodes que moi j'ai écoutés de ton podcast, il y a déjà des jolis parcours, il y a déjà des personnes qui ont l'air de savoir vers où elles vont, en tout cas vers quelque chose qui a en elles, qui brûle un peu, de créer, d'utiliser ça, et de pas d'être dans une apathie un peu générale. Et est-ce que toi, tu sens ça? T'as ce feu-là, d'ailleurs, pour commencer, à partir de quand ce feu a commencé en toi, un peu cette envie de la création artistique dans son général, quoi, vraiment dans ses grandes formes? Moi, ce feu, je l'appelle la passion. Et il faut savoir que je suis un passionné des gens passionnés. C'est d'ailleurs, je pense, l'une des premières raisons de pourquoi j'ai créé ce podcast. Alors, quand est-ce qu'il est arrivé en moi? C'est une très bonne question, parce que d'un côté, j'ai ce côté très passion, je vais dans le feu. Mais de l'autre côté, je suis aussi une grosse feignasse, il faut le dire. Si je peux dormir, je vais dormir. Et entre aller travailler ou dormir dans ma chambre, parfois, ma chambre gagne souvent le combat. Alors, étant petit, j'avais déjà un peu cette confrontation. Donc, c'est assez dur de savoir à partir de quel moment j'ai pu changer et me dire, OK, là, il faut que je me lance. C'est difficile, et en même temps, je pense que c'est arrivé par phase. Déjà, quand est-ce que le cinéma est arrivé un peu dans ma vie? Je pense que c'est quand j'avais 8-9 ans et que j'ai commencé à regarder les films de De Funès. Et là, j'ai vu un personnage qui était complètement fou et qui m'a un peu inspiré, et c'était un peu ma porte d'entrée dans le cinéma et dans le travail d'acteur. Et en deuxième phase, je dirais que c'est le théâtre. En fait, pendant longtemps, je voulais faire du théâtre, mais jamais j'ai sauté le pas, jamais je suis allé dans une association, jamais j'ai fait des cours. Donc, dans ma tête, je faisais du théâtre, mais en vrai, j'en faisais pas du tout physiquement, quoi. Donc ça, c'était assez terrible. Et c'est en seconde, donc au début lycée, où j'ai enfin traversé le pas de la porte du théâtre, de ce grand art. Et c'est là où j'ai commencé donc à faire des cours, à apprendre véritablement ce que c'était que jouer sur scène,
Et je pense que c'est aussi là qu'est née une passion, parce que j'étais entouré d'artistes qui étaient aussi d'autres comédiens qui venaient de différents milieux et qui étaient prêts à travailler dans différents milieux comme le théâtre, le cinéma, mais aussi la sculpture, la peinture, travailler dans un musée, juste comme ça. Voilà. Génial. Bon, bah, on va écouter un premier son que tu nous as sélectionné. Alors Grégoire, pourquoi ce choix des fameux 3 coups pour commencer le théâtre? Bon, j'ai un peu une idée, mais on va pouvoir développer un peu, quoi. Bah, j'en parlais à l'instant, c'est le théâtre qui est rentré dans ma vie. C'est une de mes grandes passions qui m'a animé et qui m'anime toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me pose encore la question, est-ce que le théâtre, c'est pas finalement la voie que je devrais choisir pour plus tard? Mais ça, j'aurai la réponse dans 5-10 ans, on verra. C'est pas grave, hein. J'ai le droit de tester plusieurs choses et le théâtre, en tout cas, fait partie des voies qui m'intéressent beaucoup. Ensuite, pourquoi ce moment-là? Au théâtre, il y a une chose qu'on appelle la golden hour, qui est le moment où toi, en tant que comédien, tu vas te trouver derrière les rideaux, mais du côté scène, du coup. Et de l'autre côté se trouvent les gens, le public, les spectateurs, qui attendent donc la pièce et qui discutent, qui papotent. Ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de brouhaha. Et le rideau va faire une sorte de mur de son. Et la scène est hyper silencieuse. Et on appelle ça la golden hour parce qu'en fait, tout est prêt. Et toi, en tant que comédien, t'es là, t'attends, t'es sur scène, tu fais rien. Et juste en entendant les bruits plus légers que si t'étais de l'autre côté. Et c'est là où toute l'excitation monte, t'as une passion, t'as un feu qui monte en toi. Et c'est honnêtement, je crois que c'est l'un des meilleurs moments de ma vie d'attendre juste que ça commence. C'est trop bien parce qu'en plus, quand il y a d'autres comédiens qui sont avec toi sur scène à ce moment-là, tu sens qu'il y a une véritable connexion. Tu sens que tu pourrais vivre l'enfer avec eux, tout ira bien après, c'est pas grave. Et en même temps, c'est un sentiment d'apaisement qui est incroyable. Enfin, je souhaite vraiment à tout le monde de connaître ce genre de sentiments et de moments. C'est en même temps très descriptible, en même temps indescriptible. J'ai l'impression d'être flou et en même temps très, très précis. C'est hyper drôle comme sentiment. Est-ce que à des moments, ça t'a dépassé? Cette excitation, elle est devenue un peu de la peur ou elle t'a freiné ou ça a toujours été assez facile pour toi? Ah bah, ce qui est dur avec moi, c'est que souvent, je vais très vite et l'excitation peut être un danger de mon côté et surtout au théâtre où je vais aller très, très vite. C'est-à-dire que mon débit de parole va s'accélérer. Du coup, ça va accélérer les autres comédiens, ça va accélérer la pièce, ça va accélérer tout ça. Bon, heureusement, je ne le fais pas trop sur scène, heureusement, mais ça a pu m'arriver sur des répétitions de le faire. Et du coup, là, on me dit, oh, attention Grégoire, faut que tu freines. T'es excité, on comprend, mais ralentis. La scène, elle se joue avec tel sentiment, à tel tempo, faut que tu le suives. Et là, je fais, ok, c'est vrai, pardon. Et du coup, hop, petite introspection, je fais, ok, d'accord, je recommence et tout va mieux. Mais c'est vrai que ça peut être un danger. C'est marrant parce que du coup, tu parlais de Funès et tu as cette énergie, tu as envie d'avoir des rôles comme ça, hyper au taquet, quoi. Mais alors, hyper drôle parce que sur le principe, oui, mais dans les faits, j'ai souvent des rôles très dramatiques. Et du coup, beaucoup plus posés, beaucoup plus lents. Ou alors, les rôles comiques que j'ai, notamment dans des pièces de Feydeau, souvent, moi, je les rends très, comment dire, un peu mesquin, un peu hautain, un peu fourbe. J'adore, par exemple, Scapin, le personnage de Molière. Et en fait, c'est vraiment le personnage que j'utilise beaucoup de fois dans mes rôles. Donc, tu vois, c'est le côté très, très énergique, mais dans un sentiment donné, tu vois, qui est donc la fourberie ou la mesquinerie, mais qui est pas dans l'excitation de jeu. Parce qu'en fait, je crois que je peux être très mauvais dans ce rôle-là. J'ai peur d'être une parodie de moi-même et au contraire faire quelque chose de très mauvais. Voilà. Ok. Et avant d'avancer sur ta voix, j'aime bien développer l'écoute. Est-ce que tu as en toi un souvenir de ton premier souvenir sonore? C'est très dur parce que je crois que j'ai une mémoire beaucoup plus visuelle qu'auditive et souvent j'associe des sons à des images. Donc typiquement, si on parle, je vais me souvenir de la conversation, mais surtout du fait du contexte qui s'est passé autour. Mais je pense que les premiers sons que j'ai dû me souvenir, pour lesquels je me souviens aujourd'hui, je pense que c'est des sons de ville, et notamment de la pluie sur la route et des voitures qui passent dessus. Tu sais, le côté un peu les roues qui glissent sur le béton mouillé, il y a un petit côté un peu chewing-gum.
Mais en même temps, très, très satisfaisant des fois à l'oreille aussi d'avoir les gouttes de pluie qui sont balayées par la voiture, quoi. Voilà, je pense que c'est un peu le son un peu nostalgique et qui remonte à mon enfance. T'as grandi dans un milieu urbain? Alors, j'ai vécu dans tous les milieux, dans le sens où j'ai beaucoup déménagé. Donc, je suis né à Paris, j'ai déménagé à Lille, puis après au Mans, après à Grenoble, après en campagne parisienne dans un petit village de 300 habitants, après en banlieue parisienne dans une ville, et là, je suis retourné à Paris pour les études. Ok. Et comment elle a évolué ton écoute en partant de ce souvenir-là? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu prêtes de plus en plus attention, surtout depuis que tu fais du podcast, ou c'est pas un sens que tu as beaucoup mis en avant chez toi? Ah, c'est une très bonne question en vrai. Elle est très dure à répondre aussi. Ah, bonne question. Je vais répondre par une anecdote. Parfois, je mets des écouteurs dans mes oreilles, mais je ne mets pas le son parce que j'adore écouter ce qui m'entoure. Mais en même temps, tu sais, il y a un petit côté spécial vis-à-vis des gens qui mettent pas d'écouteurs ou qui ne font rien dans le métro, typiquement. Et du coup, c'est pour ça que je mets aussi les écouteurs. C'est pour faire genre, j'écoute de la musique, mais en vrai, j'écoute ce qui se passe autour. J'adore aussi écouter les conversations des gens dans les restaurants. Ça, c'est un de mes grands péchés. C'est que typiquement, tu peux me parler, on boit une bière et en fait, je t'écoute pas trop toi, mais j'écoute ce qui se passe à côté. Et ça, c'est excellent. C'est un peu le travail du réalisateur scénariste, c'est qu'il écoute les conversations des gens et les autres histoires pour essayer d'en créer dans sa tête. Tu vois, genre, je trouve ça incroyable. Inventer des vies aux gens. Trop bien. Trop bien. J'aime bien ce que tu dis parce qu'effectivement, je le ressentais quand j'étais sur Paris au métro de mettre des écouteurs, mais des fois sans rien dedans et ça te coupe un peu. Et en fait, tu te dis, bah, je suis pas grillé, je peux écouter les autres sans qu'ils aient l'impression que je les écoute, tu vois. Et hier même, j'étais j'aime bien travailler des fois dans un bar et puis bah, je me mets mon casque et puis je fais 2-3 trucs et tout, je fais l'écriture et tout ça. Et j'aime bien parce qu'en fait, effectivement, j'ai l'impression d'être à part, mais quand même là. Et je suis dans ma bulle et si je veux, je peux couper la musique et d'être attentif aux conversations autour. Mais ouais, il y a un petit côté comme ça qui me protège. C'est bien ce que tu viens de dire parce qu'il y a un côté, alors que je pourrais enlever mes écouteurs et assumer de faire ça, mais j'ai encore un peu cette peur-là qui est encore présente. Ouais, je comprends. Et tu écoutes donc des conversations, tu te nourris de ce que tu entends pour créer, parce que tu as déjà écrit plusieurs courts-métrages, si je dis pas de bêtises. T'as une pièce de théâtre aussi que tu as écrite, peut-être d'autres? Exactement. Alors, j'ai commencé d'écrire une pièce de théâtre, mais j'ai pas encore fini. Ça, c'est alors autre problème vis-à-vis de moi-même, c'est que je commence des choses parfois, mais que je ne finis jamais. Et du coup, dans ma tête, il y a des tiroirs qui sont remplis de dossiers, genre à finir, et que je remets à plus tard. Voilà, côté feignasse qui revient aussi, encore une fois. J'ai connu ça maintenant, ça va, j'ai avancé là-dessus, mais c'est ce côté procrastination. Mais souvent, derrière la procrastination se cache de l'émotion et des freins ou des choses qui en nous ne veulent pas trop se révéler, mais qui sont bien présentes et qui fait que tu n'oses pas faire un podcast. Donc, tu peux projeter, écrire ou te lancer. Alors, toi, tu as l'air d'aller quand même assez vite pour éviter de te poser trop de questions. Par contre, du coup, c'est peut-être aussi, moi, ce que j'ai ressenti d'avoir trop d'envie de faire des choses. Et ben, on commence tout, mais on finit rien. Ouais, ça arrive, c'est ça. Des fois, tu te lances une semaine sur un projet et tu dis « Ok, je reprendrai dans 2 semaines ». Et au final, tu ne reprends pas dans 2 semaines parce que tu en as commencé un autre entre-temps et tu es là-dessus, quoi. Et le projet 1, il est passé derrière le projet 27, c'est ça le problème, quoi. Tu vois, avant l'hebdo des ateliers Juno, il y avait plusieurs projets de podcast, plusieurs émissions qui avaient démarré, un Good Morning Juno, il y avait l'émission avec les poteaux, mais de vouloir tout mener de front, à un moment, j'ai vraiment commencé à sentir physiquement que ça allait pas le faire du tout. Début de crise d'angoisse, de choses comme ça. Et en fait, je me suis un peu rassuré là-dessus, de me dire, en fait, je peux avoir plein d'idées, mais toutes ne sont pas bonnes à ancrer dans la matière. Donc, tu peux les noter, tu peux voir plus tard. Par contre, il y en a certaines où on parlait d'énergie, la concentrer vraiment et être puissant. Mais en tout cas, moi, ça m'a aidé d'avancer là-dessus. Et ta voix, Grégoire, la prise de conscience de ta voix, elle arrive quoi, cette année, quand tu lances ton podcast, ou déjà, alors avec le théâtre sûrement, tu as conscience de cet organe, de cette connexion au monde qu'il te permet? Alors, non, ma voix, j'en ai pris conscience bien avant. C'est-à-dire que je connais ses qualités, je connais ses défauts. Je trouve ce qui a été le plus dur, c'était le fait d'avoir mué. Parce que, en fait, avant, j'avais une très belle voix, notamment pour le chant. C'est-à-dire que j'avais des 20 sur 20 en musique, j'étais le seul de la classe à les avoir.
Et une voix très aiguë, tu vois, je pouvais monter très 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 haut, on dit haut, hein. Alors je suis très mauvais pour la musique, je suis vraiment désolé. Ne sois pas désolé, t'inquiète. Et du coup, le fait d'avoir perdu ça, j'ai l'impression d'avoir perdu un atout que j'avais avant, que je n'ai plus. Et j'aime à moitié ma voix, dans le sens où je trouve elle correspond pas trop à mon physique, où mon physique a une voix, je trouve, a une voix plus grave, mon physique a une voix plus grave. Et je la trouve peut-être un peu aiguë, voilà. Bon, ça c'est mon rapport avec ma voix. Mais j'ai l'impression qu'on est tous un peu critiques vis-à-vis de sa voix, comme on est critique vis-à-vis de son physique, tu vois. Genre, t'as jamais la voix parfaite comme par hasard, t'as jamais le physique parfait non plus comme par hasard, tu sais, t'as toujours des problèmes. Donc bon. Alors, quand est-ce que j'en ai pris conscience exactement? C'est une bonne question. Le fait d'avoir fait des films, d'avoir fait du chant, d'avoir aussi le retour des autres. En fait, je l'ai toujours un peu eu, mon rapport avec ma voix, j'ai toujours eu conscience de cette voix, donc j'ai pas eu de grand déclic en mode « Oh non, ça c'est ma voix, horrible, je veux vite changer, vite ». Tu peux dire que tu l'aimes ta voix? Ouais, c'est bon, je l'aime bien. Allez, on n'est pas rancunier. C'est bon mec, je t'aime bien. C'est cool. C'est marrant que tu la décrives comme une voix plutôt aiguë parce qu'on sent un bon timbre grave. Après, le micro magnifie aussi un peu nos voix, mais... C'est le côté un peu micro et... parce que là, je suis posé, je suis assis, je suis en face de mon micro à moi et je fais peut-être aussi un petit effort de voix pour pas qu'on voit que j'ai une voix aiguë. Ouais. L'aigu aussi vient dans l'émotion, vient aussi dans les accélérations par moment, effectivement. Plus tu ralentis, plus ta voix, oh là là, elle se pose, c'est agréable aussi, quoi. Mais c'est cool de la tester. Elle te permet quoi aujourd'hui, ta voix, qu'elle ne te permettait pas avant? Elle me permet quoi? Ça, c'est une très bonne question, encore une fois, et encore une fois, très dur à répondre. Bien joué, Julien. Alors, attends, qu'est-ce qu'elle me permet? Alors déjà, ma voix, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai réussi à l'utiliser pour différents rôles dans le théâtre, et ça, c'est quand même très important de pouvoir modifier des voix, de la rendre plus grave, plus aiguë, de la rendre nonchalante, sympathique, de travailler aussi les émotions, parce que la voix, c'est un vecteur d'émotions, et ça, c'est hyper important. Il n'y a pas que la voix, la voix est aussi modifiable en fonction de comment tu formes ta bouche, de comment tu respires. Plus tu vas utiliser ta respiration, plus ta voix va être un peu plus aiguë, des choses comme ça. Et ça c'est incroyable. Le fait dans ma découverte de voix, ce qui était important, c'est aussi de découvrir le pouvoir de cette voix, de voir toutes les possibilités que j'avais avec. Ça, c'est incroyable. À quel moment tu as senti ce pouvoir vraiment présent? À quel moment? Tu sais, quand t'es petit et que tu comprends qu'en pleurant ou en criant, tu peux avoir tout ce que tu veux, je pense. Hein, c'est ça. Hein. Je pense que c'est... T'as un souvenir comme ça, justement? Parce que moi, j'en ai pas de si vieux, mais peut-être, ouais. Non, le problème, c'est que moi, je suis l'aîné de la famille. Donc, si je pleurais ou criais, tout de suite, hop, ça allait au coin. Ça allait filer ça. Hein. C'est les derniers, là, qui arrivent à voir mes parents en mode... ils pleurent ou ils crient, ils arrivent à voir leur cadeau. C'est terrible, ça. C'est terrible. Et... comment ça se passe quand tu réécoutes ta voix dans ton podcast? Maintenant, c'est bon, elle est apprivoisée, comme tu disais, je t'aime bien. Tu te coupes pas, tu laisses tranquillement l'épisode se dérouler, t'enlèves juste les E. J'ai entendu ça dans un de tes épisodes, t'en parlais. Alors, elle est apprivoisée. J'ai quand même des tics de langage, et ça, c'est terrible. Et le problème, c'est que quand t'es en direct, tu les entends pas, mais au montage, t'es en mode « Oh non !» Pitié Grégoire, arrête ça, c'est pas possible. Par exemple, j'ai un tic de langage qui est de dire OK. Souvent, tu sais, t'as la personne qui parle, et là, toi, tu bouges la tête en la hochant, et tu fais des OK. Un peu, qui sont un peu réguliers en plus, donc c'est vraiment horrible. T'as l'impression que c'est juste un robot qui répète un OK pour faire genre il suit alors qu'il suit pas. Enfin, horrible. Et j'ai un autre tic qu'il faut que j'essaye de régler, c'est que souvent, à mes fins de phrases, j'ai un léger rire. Comme si en fait je me faisais rire moi-même, donc c'est vraiment débile, tu vois, genre je fais un stand-up mais juste pour moi, donc, c'est cool de te divertir déjà. En vrai je trouve ça drôle comme tic, mais en même temps je pense que je m'insupporterais si jamais je me rencontrais moi dans la vie, tu vois. Je fais, mais arrête de rire à tes propres blagues, c'est hyper chiant, genre. En fait, si tu veux, ce rire-là, il est très commun à plein de personnes, mais il y a surtout beaucoup on cache un peu de la gêne, un peu dans ce rire, on n'assume pas ce qu'on vient de dire et c'est ok, hein, tu vois. Et moi, j'ai plein de tics aussi, je fais beaucoup de c'est chouette, c'est génial. Moi, je suis tout le mec hyper. Et en fait, j'ai Louisa, la comédienne, donc, qui était venue dans l'épisode numéro 5, qui conseillait.
Ok, une technique pour éviter tes tics de langage. À chaque fois que t'en fais un, tu fais un squat. Donc à la radio, c'est compliqué, mais... Ah ouais. Non mais là je meurs. Faut trouver une autre technique, sinon je meurs. Je suis au sol au bout de 2 secondes. Donc voilà, merci Louisa, mais c'est pas toujours très pratique. Mais merci Louisa. Mais il y a moyen de travailler un peu ça. Et avant les 8 épisodes, on est à quoi ? 8 épisodes, si je dis pas de bêtises, sans compter la bande-annonce ? Ah, attends, c'est une très bonne question. Je pense qu'on est à 9. Je suis à... Peut-être qu'on va être à 9 à partir de cette semaine. D'accord. Ah oui, quelle est la sortie de ton podcast ? C'est quel jour ? Alors, normalement, c'est le vendredi à 18h. Et bah, c'est juste ça, c'est le vendredi à 18h. Je sais pas pourquoi je dis normalement. Parce que des fois, tu as prévu de changer peut-être les horaires. Ouais. Ok, donc avant et après ces 8 et là 9 épisodes, parce que tu les as enregistrés, tu en as peut-être fait même plus que tu as de côté. Comment elle est ta voix ? Est-ce que tu as écouté ton premier épisode, ta bande-annonce, si c'était le premier enregistrement, et le dernier ? Est-ce que tu as fait une comparaison ? Oui, j'ai réécouté récemment la bande-annonce et je me suis dit, mais en fait, il y a quand même eu une amélioration, et notamment de micro. C'est-à-dire que je me suis surtout habitué à mon matériel et je l'ai surtout amélioré au fur et à mesure des podcasts. Et ça, c'était très drôle de voir à chaque fois, à chaque épisode, ok, bon, ça va pas, au prochain épisode, je règle ça. Ah bah attends, il y a ça aussi qui va pas, je règle ça, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'à certains épisodes, tu peux voir certains défauts que tu n'avais pas avant et des défauts que tu vois après. Donc enfin, il y a un temps d'adaptation auquel tu n'avais pas forcément pensé, même en t'entraînant tout seul. Mais sauf que quand tu t'entraînes tout seul, c'est pas la même chose que quand tu t'entraînes avec quelqu'un. En plus, il y a tu dois aussi entraîner des gens que tu reçois à parler bien correctement dans le micro, parce que certains ils bougent la tête, ils parlent beaucoup avec les mains et donc ils peuvent toucher le micro et là tu fais catastrophe. Bref, voilà. Donc je pense qu'il y a surtout l'adaptation au matériel plus que le travail de la voix. Mais tout de même, j'essaie de faire un petit peu plus attention à comment je pose ma voix et notamment à ralentir mon tempo. Et sachez que là, je suis déjà entre guillemets, au ralenti, alors que je sais très bien que je vais très très vite. Non, mais effectivement, tu vas peut-être... Non, mais même pas, je peux pas dire que tu vas vite. En fait, tu as un ton naturel, mais tu vas te trouver peut-être rapide, alors qu'en fait, tu peux aller bien plus vite qu'actuellement. Ah, mais là, je peux aller bien plus vite que là, actuellement, oui. Mais ce serait inaudible et ce serait sûrement insupportable à écouter. Donc, je vais éviter de le faire. Je connais tout à fait ce problème, et quand j'entends des anciennes émissions, des anciens podcasts, effectivement, et c'est vraiment de mettre en conscience le fait d'ok, je me pose. J'ai pas besoin de me presser, même si je suis en direct, et c'est pour ça. Mais en fait, c'est en pratiquant qu'on s'habitue. Toi, maintenant, au fur et à mesure, à faire un podcast, ça devient plus tranquille. Tu as réglé des petits soucis techniques, tu es dans ton petite routine, mais routine, c'est pas négatif dans le sens où j'en parle, mais vraiment genre rassurant. Et là, c'est parti. Tu peux vraiment aller bosser sur ta voix, sur l'échange. En fait, surtout d'être connecté à la personne avec qui tu échanges, quoi. C'est vraiment hyper important. Et surtout, petit conseil à ceux qui vont vite dans leur débit de parole, en ralentissant votre débit de parole, vous avez plus de temps pour bien réfléchir aux mots qui vont suivre. Et souvent, votre pensée est beaucoup plus claire. Parce que, pour moi, en tout cas, pour moi, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est la course entre ma parole et mes pensées. Et donc, souvent, soit la pensée va plus vite que la parole, ou soit la parole va plus vite que la pensée. Donc, c'est un peu compliqué. Et parfois, le discours peut être, justement, assez inaudible. Tout à fait. Merci Grégoire, déjà, pour ces partages. On va passer une musique. Et tu nous as choisi quoi dans l'hebdo des ateliers Junot ? Alors, j'ai choisi la chanson qui s'appelle La chanson du bal de PR2B, qui est une autrice, qui est une chanteuse qui vient de lancer son premier album, ou premier EP, je crois que c'est son premier album, qui s'appelle Rayon Gamma. Et je l'ai découvert tout récemment. Et je voulais le partager parce que cette chanson évoque déjà beaucoup de choses pour moi et pour une autre personne dans ma vie. Et qui, du coup, va souvent dans ma playlist du matin et qui m'accompagne donc dans ces journées de travail ou de ces journées quotidiennes. Eh bien, c'est parti, on l'écoute. Hier soir, j'ai fui au milieu de la soirée. T'es là, avec tes amis branchés.
faisait noir. Dans mes yeux, il était trop tard pour te parler. Tu avais les yeux qui brillaient de l'assurance de ceux qui jouissent d'une place d'importance en lice pour l'espoir de n'avoir plus haut qu'un cauchemar. J'avais ma couleur de spleen et vert de jean. Il ne fallait rien pour me parler ni pour m'aimer. Tu as tourné les yeux et puis tu m'as aperçu faire de mon mieux pour m'échapper à la vue de tous les regards, imbibé d'une vodka du soir, triste à pleurer. Il ne fallait pas me trouver un peu jolie dimanche soir dans une rue à minuit quand tu avais tremblé. Et puis je t'avais embrassé sans réfléchir. J'avais ma couleur de spleen et vert de jean. Il ne fallait rien pour me parler ni pour m'aimer. J'avais ma couleur de spleen et vert de jean. Nous avions tout pour nous aimer, même en secret. Y'all don't want to hear that. I want to... L'hebdo des ateliers Junot. Il n'a pas du tout la voix de son physique. Radio Junot. Il n'a pas du tout la voix de son physique, comme nous disait Grégoire, qui trouvait que sa voix, son physique, avait une voix différente de la sienne tout à l'heure. Donc, je suis avec Grégoire Cornillo du podcast Jeunesse Artistique. On est dans l'hebdo des ateliers Junot, épisode numéro 7. On vient de passer une demi-heure déjà très chaleureuse, très agréable en ta compagnie, Grégoire. Et on vient d'écouter donc PR2B, qui s'appelle La chanson du bal. Est-ce que tu as vu le clip, Grégoire, de cette chanson ? Ouais, j'ai vu le clip et j'ai beaucoup aimé, comme la musique. Qu'est-ce que tu aimes dans la réalisation cinématographique ou télévisuelle, ou audiovisuelle, on pourrait dire ? Oh, encore une fois, question très dure, mais question très bien. Qu'est-ce que j'aime ? Et je vais te répondre par qu'est-ce que moi je veux faire dans la création audiovisuelle. C'est de donner une part de vrai pour les gens et de transmettre des émotions via le prisme de l'image. Et comme je l'avais dit, moi je suis beaucoup plus quelqu'un de visuel plutôt que notamment sonore, même si ça paraît paradoxal vu que je fais un podcast. Mais moi je travaille plus par l'image et j'ai l'impression que l'image peut souvent donner beaucoup plus la matière que par notre prisme. Donc voilà, dans la création audiovisuelle, j'ai envie de donner et de partager des parts de vérité. Est-ce que tu trouves que l'image, elle fixe pas un peu les choses, elle fixe pas un peu notre imaginaire ? Elle nous contraint, elle nous cadre un peu dans nous, spectateurs ? Si, carrément. Moi, je pense que l'image, la création audiovisuelle avec l'image,
c'est un peu la dictature du réalisateur ou du metteur en scène. C'est on va t'imposer un regard et ça va être très difficile souvent de t'éloigner de ce regard ou en tout cas tu vas partir de ce regard-là pour avoir le tien. Mais c'est vrai que dans la création plus sonore, c'est hyper intéressant de développer ta propre imagination et d'avoir ton propre visuel juste à partir d'un son. Et ça, c'est très fort. Effectivement, et c'est pour ça que la création sonore, podcast ou radio marche beaucoup, dans le sens où on se l'approprie tellement à chacun et chacune. Et après, moi, je viens de l'image, donc je sais aussi ce kiff que c'est de faire de l'image, de proposer des belles images. On en parlera dans la recommandation aussi de ce que tu nous as choisi dans la dernière partie de l'hebdo. C'est hyper puissant aussi de découvrir l'univers d'un réalisateur, d'une réalisatrice, et d'y adhérer à fond la caisse. Comment ça s'est passé dans l'écriture de tes courts-métrages, toi ? Tu es très visuel, tu dessines beaucoup, tu mets un peu en place les choses avant de les avoir, tu storyboardes par exemple ? Alors, je storyboard, je dessine un peu, mais mes dessins sont très moches. Mais non, surtout, j'ai beaucoup de visuels, mais dans ma tête. Et ça, c'est très important. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup de tête. J'ai besoin d'avoir tout qui soit raccord dans ma tête et d'avoir le film entier dans ma tête pour pouvoir le créer sur papier. C'est d'ailleurs pour ça que j'écris finalement peu, mais j'écris efficacement. Parce que en fait, j'ai déjà tout écrit dans ma tête, donc ça sert à rien de passer 1000 ans sur des feuilles de papier, pour moi en tout cas. Ou alors c'est des brouillons très, très brouillons, quoi. Et voilà, le visuel, il se fait dans ma tête en tout cas. Et est-ce que tu te reconnais, comme j'en parlais dans mon lancement, dans ta partie créative, donc que ça soit de l'écriture, que ça soit pour le podcast ou tout type de création, tu reconnais ce côté à ne pas regarder, c'est ça que j'ai ressenti moi vraiment, et j'en parlais dans le lancement, si je regardais la montagne de rush et tout ce qu'il est possible de faire, je ferais rien, je resterais sur place. Par contre, si je fonce et que j'y vais, et puis que j'écoute vraiment mon flow, et comme tu disais, j'ai entendu ça aussi dans un des épisodes, moi je peux rester 4-5 heures sans problème d'affilée à créer, à faire du son, sans me poser de questions, quoi. Je suis dans un flow. Par contre, il y a des moments, je vais rien faire, je vais pas faire par petites étapes, et j'ai l'impression que tu étais un peu raccord à ça. Ouais, carrément, j'ai l'impression d'être un peu à double vitesse, et qu'il y a des moments où je vais foncer, je vais être à 3000 à l'heure, et d'autres où je vais rien faire, je vais être juste une larve et rester là au même point, quoi. Mais si je peux donner un conseil à la jeunesse artistique qui peut écouter notamment cette émission, c'est, je pense, de foncer et en même temps de ne pas foncer droit dans le mur. Ça sert à rien. Mais foncer, c'est intéressant. Pourquoi ? C'est parce que autour de vous, il y a d'autres jeunes, il y a d'autres artistes qui eux aussi veulent leur place. Et malheureusement, c'est aussi la triste vie de cette société, c'est que la place, elle n'existe pas pour tout le monde. Donc parfois, c'est bien de se lancer et de voir ce que ça donne. Et puis au pire, c'est pas grave. Vous aurez tenté, quoi. Alors ça me fait penser à un truc. Quelle place n'est pas disponible pour tout le monde ? Moi, je pense surtout au cinéma actuellement, parce que c'est un peu le milieu dans lequel j'aimerais travailler. Mais quand je vois des comédiens galérer à trouver des cachets pour finir leur fin de mois, ou même tous les scénaristes et metteurs en scène que je rencontre dans ma vie, j'en ai jamais vu autant. Enfin, ça fait très peur, et c'est pour ça que je me suis un peu plus rapproché, moi, de la production cinématographique plutôt que la réalisation ou l'acting. C'est parce que je pense que c'est pas que je me trouve pas doué, mais c'est que je me trouve pas suffisamment méritant par rapport à d'autres qui ont beaucoup plus travaillé que moi, et dans ce cas, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que c'est un monde assez vertigineux, et il faut avoir les reins serrés. Il faut vraiment courage à toutes ces personnes qui se lancent dedans, et courage aussi à ceux qui sont débattus et qui se débattent encore sans abandonner, parce que c'est vraiment très beau et c'est une très belle vertu. Carrément. Et après, moi, c'est ce que j'aime bien mettre en avant, et un peu dans mon parcours, je me rends compte qu'en fait, on a toutes et tous une place qui est unique, et qui fait qu'un comédien comme toi ne fera jamais la même chose qu'un autre comédien qui pourrait essayer de ressembler à Grégoire, mais on est tous et toutes uniques vraiment. Et qu'en fait, par contre, c'est vrai qu'il y a des moments où on cale trop notre parcours sur celui d'autre ou sur cet idéal-là, sauf qu'en fait, tu vois que tu peux, toi, partir dans un podcast qui t'amène vers aussi peut-être de la production, mais qui peut être complètement plus aligné avec toi, plutôt que ce que tu pensais de ce que c'était qu'un comédien ou ses envies de cinéma, alors que ça peut t'amener vers quelque chose d'encore plus grand. Et moi, j'aurais envie de dire,
écoutez ces choses en vous, ces trucs qui vous attirent, allez-y sans vous mettre des freins déjà de, effectivement, le milieu du cinéma est très fermé, ou le milieu du théâtre, ça peut être compliqué. Par contre, il y a des autres portes qui sont présentes, mais vous les voyez peut-être pas encore. Par contre, votre passion, si elle est là, comme tu disais, ce feu, c'est la passion. S'il est régulièrement alimenté avec des bonnes grosses bûches, mais des bûches qui nourrissent, pas qui nous frappent à la gueule, ça peut vraiment amener vers des trucs. Et moi, je me serais jamais dit, tiens, tu vas faire de la radio, tu vas pouvoir être payé à transmettre ta passion, ton savoir du podcast autre à d'autres personnes, alors que j'étais derrière un ordinateur il y a à peine 2 ans. Vraiment, c'était inenvisageable de faire ça il y a 2 ans pour moi, quoi. Donc, je me suis mis beaucoup de freins. J'en ai mis énormément. Et on est un peu tous et toutes comme ça, mais... Mais je pense pas que ce soit forcément un défaut d'avoir des freins, parfois. Parce que ça te permet de sauver de situations qui sont parfois catastrophiques financièrement ou qui sont finalement, merde, putain, je me suis mis dans une porte, c'est pas du tout la mienne, comment faire demi-tour? Et du coup, je comprends ceux qui sont un peu dans la sécurité. Et parfois, c'est juste aussi, tu vois, de privilégier... un côté, par exemple, privilégier des études qui sont un peu plus générales, puis après se recentrer dans l'artistique. Tu vois, je comprends totalement. Et puis, je comprends totalement. Puis c'est un peu c'est la société qui est un peu voulue comme ça. Et puis certains sont pas nés dans les bons milieux, que ce soit culturellement parlant ou économiquement parlant. Donc c'est plus difficile de faire ce genre de choix. Mais en tout cas, je suis d'accord pour dire comme quoi il y a une place pour tous. Mais elle sera pas la même que celle de votre voisin ou celle de votre idole. Elle le sera jamais. Mais ce sera la vôtre et elle sera déjà incroyable. Et je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Oscar Wilde, je crois qu'il disait soyez vous-même parce que tous les autres sont déjà pris et c'est assez juste. Alors après, effectivement, ça peut être à des moments plus difficiles, plus inconfortables. Par contre, il y a un très bon podcast qui s'appelle L'Escalier. J'aimerais bien recevoir Leïla, si je dis pas de bêtises, qui réalise ce podcast et qui vient en fait témoigner de personnes qui sont nées vraiment en bas de l'échelle sociale, qui doivent se battre 2 fois plus, mais qui arrivent aussi à devenir avocat ou autre. Il y a des histoires qui sont hyper intéressantes et ça nourrit aussi. C'est des bonnes bûches aussi pour se dire il y a vraiment, il faut y croire, mais on peut arriver à faire des choses incroyables. Et moi, ça me fait penser à ça. Comment tu te sens, toi, et un peu les personnes qui sont autour de toi, donc dans ta jeunesse, dans cette vingtaine d'années, par rapport aux situations actuelles, par rapport aux professionnels, aux voies professionnelles actuelles. Est-ce que tu sens un espèce de plafond et un peu une démotivation, où il y a quand même beaucoup d'énergie aussi qui te pousse à avancer? Donc mon rapport plutôt au monde professionnel, tu veux dire? Général même. La situation étant qu'actuellement, c'est climat, Covid, toutes ces choses-là. Est-ce que toi, tu ressens ça comme quelque chose de très freinant, ou alors au contraire, vas-y, il n'y a plus le temps d'attendre, on y va? Déjà, je suis assez neutre. Alors, déjà, par rapport à mon rapport vis-à-vis du monde professionnel, que ce soit un peu aussi le monde politique, économique, juridique, etc., je pense que j'ai une bonne place, parce que justement, moi, j'ai fait le choix un peu sécuritaire de faire des études générales. Donc, j'ai commencé par 2 ans de prépa droit éco, préparation aux grandes écoles. Puis, je me suis réorienté vers la gestion, donc toujours le côté management, toujours le côté juridique et économique aussi. Donc, j'ai une vision assez globale sur tous ces enjeux-là et je les comprends. Donc, j'ai une vision qui est neutre parce que je comprends à chaque fois les points positifs et négatifs de chaque problème et chaque enjeu. Et je veux pas, en fait, j'aime pas, ça c'est aussi une de mes qualités ou défauts, j'aime pas prendre parti dans quelque sujet que ce soit, parce que je trouve qu'il y a toujours un versant qui est l'opposé et qui est toujours intéressant à défendre, ou du moins à découvrir et à comprendre. Surtout comprendre, en fait, surtout ça l'enjeu. Et donc, par exemple, tout ce qui est question écologique, même la pauvreté dans le monde, évidemment que c'est des causes qui me tiennent à cœur. Et je pense, d'un point de vue positif, en tout cas, qu'on peut arriver à sauver les vies, à sauver les gens et à sauver aussi la planète. Et ça, pour le coup, j'ai une vision assez positive là-dessus. J'ai confiance en l'humanité. Let's go. Yes, génial, let's go. Et justement, tu as cette confiance, on le sent, parce que tu as cette énergie, ce positivisme de montrer aussi des personnes qui créent, qui avancent, et c'est inspirant. Et donc, on va parler maintenant de ton podcast, mais avant ça, on va écouter l'introduction de ce podcast Jeunesse Artistique. Salut à tous, c'est Grégoire. Vous écoutez Jeunesse Artistique, le podcast qui parle des talents parmi la jeunesse et de la jeunesse parmi les talents. Ici, on parle d'art, mais pas de n'importe quel art, on parle de tous les arts.
que ce soit des arts visuels, des arts physiques, des arts sonores, des arts plastiques et ceux encore à découvrir. Toutes les 2 semaines, on retrouve un ou une nouvelle artiste pour nous parler de son œuvre, de sa vie, en bref, de sa jeunesse artistique. Et qui sait, peut-être que dans 2 semaines, derrière le micro, ce sera vous. Bonne écoute. Nous sommes avec le créateur de ce générique, de ce podcast Jeunesse Artistique. Alors, Grégoire, comment a commencé cette aventure ? Quel est le premier pas, le tout premier pas de Jeunesse Artistique ? Alors, comme beaucoup de premiers pas dans mes créations, ça vient souvent sur un coup de tête. Et je ne sais pas qu'est-ce qui a donné ce coup de jus, ce coup de génie, ce coup tombé du ciel, ce coup de tonnerre. Mais je me rappelle, on était en plein cours en distanciel, je ne sais plus de quel cours. Et là, je prends mon téléphone et j'envoie un message à une camarade de classe et je lui dis « Hey, j'ai une idée de podcast, il faudrait trop qu'on fasse ça. Est-ce que t'es partante ? On y va ?» Et elle me dit « Ok, trop chaud. » Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Donc voilà. Hop, donc voilà, vous avez une petite info, c'est qu'au départ, on devait être 2, puis 3 à faire ce podcast. Et finalement, me voici tout seul. T'as pris toute la place. Ouais, non, c'est horrible de dire ça parce que j'ai l'impression que j'ai mangé les autres ou que je les ai jetés par-dessus le bord. C'est mon podcast. C'est mon podcast. Non, mais c'est vrai que j'étais, en tout cas, le créateur originel de cette idée. On a commencé avec donc Clémence et Philippe à créer ce podcast, à le cadrer, à voir qui on pourrait inviter, à voir comment on pouvait créer un fil rouge. Donc un peu ces trois palettes qu'on découvre dans le podcast. Et en fait, au fur et à mesure, Clémence est partie parce que elle est partie au Canada faire une autre vie. Et Philippe sentait qu'il y avait une différence de motivation entre moi et lui et moi. Et que du coup, c'était un peu gênant dans cette création où il avait plus l'impression d'être un suiveur et d'être du coup pas être investi dedans. Et du coup, je comprends. Et les deux ont été très honnêtes là-dedans et j'ai remercié encore de m'avoir soutenu sur cette petite lancée au départ pour pouvoir créer ce que le podcast est devenu et merci à eux encore une fois. Et puis c'est vrai que c'est pas facile d'avoir 2 voire 3 personnes sur un podcast quand il y a un peu un host, comme on dit dans les podcasts anglais ou autres, où vraiment c'est toi qui anime, tu mets ton énergie, tu mets la teinte de Grégoire sur tout cet univers de podcast. Et que oui, c'est plus une aventure un peu individuelle. Alors après, il y en a qui le font à 2 très bien aussi, mais on retrouve une belle énergie dans ce podcast qui est la tienne. Comment tu prépares ce podcast ? Quels sont les écueils que tu as rencontrés ? Quels sont ces freins que tu as levés pour arriver très vite à un premier, 2e, 8, 9e épisode ? Au niveau de l'idée originale du podcast, donc, qui était de centrer sur la jeunesse artistique et sur donc, les jeunes artistes de tout milieu, c'est venu très vite. Et même le fil rouge du podcast, c'est venu assez vite parce que finalement, c'est assez, entre guillemets, simple de se dire, ce sera une discussion, donc beaucoup des questions-réponses vont être au feeling. Évidemment, il y aura des questions qui vont souvent revenir. Puis après, les trois parties du podcast vont être... les 3-4 parties du podcast vont être les mêmes, donc c'est assez simple. Ce qui était plus dur, je trouve, c'était la partie un peu prépa physique, la prépa technique, donc d'acheter le matériel et de se dire, ok, là c'est bon, on fait ça maintenant. Ok, là il faut que j'appelle l'artiste en question, il faut qu'on s'organise vraiment, etc., etc. Donc en fait, il y a beaucoup de phases dans ta tête et dans la réalité qui sont, j'achète le matériel. Enfin déjà, faut que je sache quel matériel prendre. Donc t'as déjà une partie beaucoup de recherche et d'apprentissage. Après, tu as l'achat, tu as la réception, tu as un peu la mise en place, la découverte du matériel, comprendre comment ça marche, etc. Enfin bref, c'est très, très, très long. Et si t'es pas guidé, parfois, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et au final, je crois que j'ai pris 6 mois, donc de janvier à juin, pour totalement tout mettre en place, quoi. Et je regrette pas du tout. Et si je devais le refaire, je pense que j'aurais pris autant de temps. Et c'est limite tant mieux parce que ça m'a fait réfléchir. Tu vois, comme je l'ai dit précédemment, c'est que je marche beaucoup dans ma tête
et que si tout n'est pas en ordre dans ma tête, ça peut pas très bien fonctionner. Et au final, avoir pris ces 6 mois, je pense que c'était nécessaire pour que tout fonctionne bien dans ma tête. Donc voilà. Ouais, puis que tu sois sûr de cette idée, que tu aies vraiment l'énergie qui continue d'être là pour vraiment réaliser cet épisode, c'est aussi un bon cheminement. Après, moi, j'aime bien ce que je m'étais en train de me dire. C'est parfait, en train de me dire, c'est une publicité pour les ateliers, parce que moi, c'est l'accélération que je propose, parce que je suis passé également par toi, par le fait de découvrir, vraiment, il va falloir trouver le matos, il va falloir un peu se renseigner, il va falloir acheter des trucs que tu vas renvoyer parce que c'était pas les bons. Et puis, ce micro, il sonne pas comme je l'imaginais. Et c'est ça qui est cool, parce que j'y ai beaucoup appris. Et puis, il y a des personnes qui ont envie d'aller plus vite et d'autres qui ont envie de découvrir ça par elles-mêmes. Elles ont raison. Sur Internet, il y a plein de choses, il y a plein de trucs trop bien à faire aussi. Et cette aventure, elle est avant tout unique aussi à chacun et chacune. Toi, une fois que comment tu te souviens de ton premier épisode enregistrement? Donc c'était Jade, si je dis pas de bêtises. Alors, petite anecdote, ce n'est pas vraiment Jade le premier épisode. En fait, le véritable premier épisode, c'est Elouen, qui est je sais plus combienième dans la liste des podcasts qui sont arrivés dans l'ordre. Parce qu'en fait, Elouen, on a tourné, et ce qui s'est passé, grand malheur, et typiquement voici les problèmes techniques qui sont arrivés. Premier épisode, mon enregistreur, qui est donc un podcaster pro, avait fait un réglage qui était que à partir du moment où tu arrêtes de parler, il va couper le son. Et donc souvent, ce qui se passait pour moi ou Elouen, c'est qu'à la fin de nos phrases, vu qu'on descendait, le roadcaster pro s'est dit là, ils ont dû arrêter de parler vu que le ton est rapidement descendu. Donc, je coupe la fin de phrase. Et là, moi, je me retrouve au montage et je vois les ondes sonores faire des sortes de montagnes russes énormes. Et je sais, mais c'est quoi ce bordel? Et du coup, j'avais trop le seum parce que du coup, j'ai passé une semaine à essayer de monter ça, essayer de régler, etc. Mais en fait, c'est impossible à rattraper. Et j'envoie un message à Hélène en mode j'ai une très mauvaise nouvelle. Va falloir recommencer, etc. Et donc lui, après, il était parti en vacances, donc j'ai pas pu réenregistrer avec lui pour le premier épisode, mais je le remercie encore une fois, c'est d'avoir été patient pour refaire un épisode, et puis il est génial de toute façon, donc j'adore ce mec, et il était incroyable aussi au deuxième épisode qu'on a refait ensemble. Mais alors du coup, l'épisode qui a été vraiment publié en premier, c'est donc celui de Jade, et qui est trop bien, je trouve. J'adore cet épisode. Elle a une chouette énergie, Jade, carrément. Qu'est-ce que tu ressens là quand tu fais cet épisode, quand tu échanges et que tu le montes et que tu le diffuses? Qu'est-ce que le ressenti vraiment de ta création qui se lance? Alors celui avec Jade, ce qui était très cool, j'ai senti une sorte d'énergie justement entre nous, et qui d'ailleurs s'est reflété après dans la vie réelle, parce qu'on est maintenant amis, et c'est trop bien, quoi. On partage des moments ensemble, et là d'ailleurs samedi soir, je vais à son anniversaire. Donc voilà, c'est trop bien, quoi. Et ce qui était top pour cet épisode, c'était qu'il y avait une énergie folle entre nous, il y avait une énergie artistique, on sentait qu'il y avait une effusion de passion, et moi j'ai adoré découvrir ce qu'elle faisait dans la vie. Le fluid art, je le connaissais simplement de vue, de temps en temps, et là le fait d'en parler, de découvrir comment ça se faisait, de découvrir tout l'univers qu'il y avait derrière, c'est top, honnêtement, c'est incroyable. Génial, rien que d'en parler comme ça, tu donnes envie de le réécouter. Écoutez-le, il est incroyable cet épisode. Si t'en avais un que tu conseilles à écouter, c'est lequel? C'est celui-ci? Très bonne question. Ouais, il y a le côté... En fait, il donne le ton, il donne le là pour les autres. C'est vrai que celui de Jade, il est important, je pense. Après... en fait, là, c'est le cœur qui parle, c'est pour ça. C'est celui de Jade, il a le côté lancement, et effectivement, c'est pour ça que je le conseillerais plus. Mais écoutez le dernier aussi. Le dernier, c'est celui qui est sûrement le plus approprié en termes de qualité d'écoute, et sûrement en termes de qualité de questions-réponses vis-à-vis de moi. Et ouais, je pense. Voilà. Bon, le premier et le dernier. Voilà. Voici les deux à conseiller. Super. Et j'aime bien ce que tu dis, il donne le là, cet épisode. Effectivement, tous les autres suivent un peu cette réalisation. Comment elle est venue, cette idée d'écriture en plusieurs parties, de ne pas faire juste voix à voix avec un tout petit générique qui peut être OK, mais effectivement, j'aime bien quand on va plus loin dans sa palette sonore, qu'on enrichit sa réalisation. Comment ça t'est venu, cette idée, dès le départ? En fait, je voulais quand même attirer du monde pour ce podcast, et avoir une simple discussion avec quelqu'un, je pense que ça peut être rapidement barbant. Surtout lorsque c'est pas une partie qui peut t'intéresser.
Là, le fait de l'avoir coupé en plusieurs parties, donc il y a une partie présentation un peu de soi, de ce que l'artiste fait. Il y a une partie un peu plus création, donc un peu comment il fait, comment ça se passe, comment il a inspiré. Il y a une partie jeu qui s'appelle le brouillon de l'artiste, où là, c'est un peu plus fun, on parle un peu de tout et de rien. Pour le coup, c'est un peu plus libre. Et enfin, il y a une partie plus recommandation et un peu dernier mot de la fin. Donc voilà. Et en fait, c'est l'idée de garder une énergie sur tout le podcast et de pouvoir relancer sur différents thèmes et pas être perdu dans nos pensées et en plus ça le rythme aussi dans le sens où je gère la quantité. Souvent mes épisodes font entre 45 minutes et 1 heure grand maximum. Donc le fait d'avoir des parties, ça m'aide à cadrer correctement le podcast. Voilà. Tout à fait comme moi, mais on atteint déjà 1 heure et je me laisse aussi la possibilité de toujours avancer. C'est ma faute. Ben non, mais moi je trouve des fois que c'est très dur de rentrer dans l'heure, mais c'est intéressant aussi effectivement de tester ça, mais d'avoir la possibilité d'aller plus loin. Comment tu fais ensuite tu vas préparer ton épisode? Est-ce que tu écris tes questions? Tu as ta liste d'invités? Ils sont prévus? Les enregistrements sont tous en réel? Il y a des gens que je prévois, d'autres que je ne prévois pas qui arrivent un peu la semaine pour la semaine d'après. Et je suis très content de cette découverte. Comment je les trouve, ces personnes? Souvent, c'est des gens que je connais par intermédiaire. Typiquement, Jade, je la connais d'une amie qu'on a en commun, mais que je la connaissais pas du tout avant. Tu vois, j'ai commencé à créer le podcast. Cette amie me parle de Jade. Je fais incroyable, let's go. Elouen, je l'ai trouvé via Internet, via Instagram. Donc typiquement, c'est ça, c'est un peu du chinage. En même temps, je me sers de mon réseau. Et d'ailleurs, chose à ne jamais léser dans votre vie, c'est la force de votre réseau. C'est incroyable. Développez votre réseau via LinkedIn notamment ou juste par Instagram. Enfin bref. Et conservez-le, faites du contact. Et surtout les artistes, gardez en tête que vous avez un réseau incroyable. Je me suis perdu de la question, pardon. Je reviens dessus tout de suite. Comment je prépare le podcast? Est-ce que je prépare les questions? J'ai préparé les questions une seule fois qui sont dans le fil rouge du podcast. Et ces questions, souvent, je les suis pas. Tu sais, c'est des questions un peu bateau du type qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? C'est quoi ton art? Nanana. Et ça, je les ai en tête. Ça sert à rien de les écrire et de mettre un papier sous moi. En fait, le seul papier que j'ai sous moi au moment du podcast, c'est un peu les parties. Parce que des fois, ça c'est un de mes problèmes aussi, c'est que souvent, dans le jus, par exemple, je vais oublier les prénoms, je vais oublier les titres, je vais oublier ah oui, c'était ça la partie d'après. C'est un peu un problème de cerveau, faut que je consulte, c'est très grave. Voilà. Après, au pire, tu as le montage et ça te permet de récupérer ces choses-là. T'es pas dans le flux du direct. Par contre, tu veux ne pas trop monter ton épisode, tu veux garder quand même cette énergie comme si tu étais dans une émission en direct. Ouais, il y a le côté discussion qui est hyper important et puis les émotions, elles sont vraies en plus quand on coupe pas. Et laisser les les hésitations, les silences. Les silences, c'est hyper important. On est trop stressé aujourd'hui vis-à-vis de ça, alors que c'est incroyable les silences. Il y a tellement de choses qui se passent dedans. Et ça, je déteste dans YouTube aujourd'hui de devoir trop couper les conversations. Et tu sais, t'as des sauts d'images et tu les vois. Et je trouve ça, non seulement c'est moche, mais en plus, ça te gâche les émotions qui sont du coup toutes fausses. Tu les coupes. Donc, c'est terrible. Alors que là, dans le podcast, laisser ces moments d'hésitation, de doute, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Et ah oui, tu m'as demandé si c'était du direct ou pas. Enfin, si c'était en vrai ou pas. Oui, en fait, moi, je les invite physiquement chez moi pour tourner l'épisode. Et ça, c'est encore plus fort, je trouve, c'est qu'il y a pas cette barrière de l'écran ou du numérique. C'est que là, les émotions, je les reçois en pleine face et je peux y répondre en pleine face aussi. Et ça, c'est incroyable. Je trouve ça fou. Tout à fait d'accord. Effectivement, on y perd quand même avec nos écrans d'ordinateur. Après, oui, moi, habitant pas forcément sur Paris, je pourrais rencontrer beaucoup plus de monde sur Paris. Mais là, c'est plus facile de faire comme ça. Mais tu as raison, cette énergie d'un vrai échange sur un plateau, ou en tout cas chez toi ou ailleurs, c'est trop puissant, quoi. Est-ce que toutes ces personnes te nourrissent, t'inspirent ? Ouais. En plus, les invités que je prends, c'est donc que des gens qui m'inspirent. En tout cas, jusqu'à maintenant, m'ont tous inspiré. Rarement je vais prendre quelqu'un pour lequel j'ai un dégoût ou pour lequel l'art me parle, mais à 0%. Je pense que c'est important aussi que de mon point de vue ça me plaise, ou du moins que ça m'intéresse. Là par exemple, le prochain invité travaille dans la céramique,
qui est un art que je ne connais mais pas du tout, que je connais juste de vue, que j'ai pu apercevoir dans des musées ou que je connais simplement de nom. Et le fait de découvrir, je trouve ça hyper passionnant, de découvrir comment ça marche et puis de découvrir ces œuvres qui m'ont du coup marqué par... mais ça, grâce à mon travail du podcast, en fait, c'est ça, c'est le fait de découvrir l'artiste, de découvrir un peu son travail, de découvrir l'art qu'il propose. Ça, c'est ouf. Mais effectivement, jamais je vais inviter quelqu'un pour lequel la personne ou l'art me parle pas du tout. Je vais vous faire écouter un extrait de ton podcast. Le film, ce serait l'histoire d'une maison, justement. Pas d'une étudiante. Enfin, voilà, je fais... Oh, ça part si loin. Ok. C'est horrible à essayer de raconter une idée dans la tête. Ce serait l'histoire d'une maison, une sorte d'association qui recueillerait des personnes de tout horizon. Des personnes riches, des personnes pauvres, des personnes artistes, des personnes non artistes, peu importe, de tout horizon. Au départ, on suivrait l'histoire peut-être d'un couple dans les années début du 19e siècle, ou non, fin 19e siècle, début 20e siècle. Un couple qui se serait rencontré, qui vivrait une passion amoureuse et qui, voilà, ils ont besoin d'aventure. Et là, première scène, ils tombent sur une maison. Et là, leur vient une idée de créer une sorte d'hôtel accueillant tout le monde. Voilà, ça, c'est ma première image. Je l'ai dessinée. Enfin, je l'ai dessinée. Oh, c'est hyper moche. Oh, c'est horrible. Parce que après, ça va partir sur les réseaux sociaux. Vous verrez l'image dégueulasse d'une maison immonde et de deux personnes qui sont vraiment hyper mal représentées. Hein. Je porte plainte contre moi-même pour violation de dessin. Et du coup, en fait, pourquoi il voudrait créer cette maison ? Parce que le gars et la fille sont des passionnés artistiques. Elle doit être peintre et lui, il doit être metteur en scène, dramaturge, au début du XXe siècle. Les deux se sont rencontrés, ils s'aiment beaucoup, ils s'adorent, et ils ont voulu créer cette auberge pour pouvoir accueillir tout le monde et de pouvoir vivre de leur passion et de pouvoir partager cette passion avec tout le monde. Et se dire que cet endroit, certes, il y a des classes sociales dehors, mais ici, il n'y en a pas, tout le monde se mélange. Genre, on aura on aura un espèce de grand restaurant, au final, avec beaucoup de tables. Ouais, ça, hop, ça, on l'explique, on fait un cercle. On dit qu'il y a beaucoup de tables. C'est horriblement moche. Mais c'est pas grave, on aime bien. Maison, auberge, hôtel. C'était un extrait de l'épisode 5, si je dis pas de bêtises, sur toi, Grégoire, qui était invité de ton propre podcast en mode un peu FAQ. J'ai 2 questions. Il y a 2 choses qui me sont venues là quand j'ai écouté cet extrait que j'aime beaucoup parce que cet épisode déjà est très chouette. Tu parles tout seul et tu développes qui tu es, tu reprends un peu les thèmes et tu viens sur le brouillon de l'artiste et en plus tu as posté ça également sur Instagram. Déjà la première réflexion, c'est que j'aime bien m'attacher aux mots de la personne et à ce qu'elle exprime. T'es assez critique envers toi, mais j'ai l'impression que t'y crois pas vraiment en fait tout ça. Parce que tu dis qu'il est moche, mais tu vas le poster quand même et ça te pose aucun problème. Tu dis que tu bégayes machin, mais tu parles. Est-ce que t'as conscience de ça ? En fait, t'avances et des fois t'as l'impression d'être comme si c'était nécessaire de critiquer ce que tu fais, mais en fait t'y crois pas. J'ai eu ce ressenti-là. Je sais pas, il est peut-être faux, mais... Ah non, je trouve ça vraiment moche ce que j'ai fait, mais... ah non, c'est sincère, c'est sincère. En fait, l'extrait que tu as présenté, donc pour expliquer un peu aux gens, dans le podcast, il y a une partie qui s'appelle le brouillon de l'artiste, où ce qui se passe, c'est que je pioche, l'invité pioche dans des bols différents, un lieu, un temps, un personnage, et moi j'impose un sentiment. Et avec ces thèmes-là, ils vont avoir une feuille de brouillon devant eux, des crayons de couleur, des stylos, etc., etc. Et on pourra faire ce qu'ils veulent durant autant de temps qu'ils veulent, et ils vont devoir parler d'un peu de comment ça se passe dans leur tête, comment ils vont créer quelque chose, et comment justement ils vont faire un brouillon sur papier. Et là, j'étais parti de la création d'une sorte de scénario, et du coup, moi j'ai fait mon brouillon un peu de comment ça se passait dans ma tête. Donc comme vous l'avez vu, c'est vraiment le brouhaha total et c'est n'importe quoi. Et du coup, mon brouillon, c'était un peu un mélange d'écriture, de mini-dessins, de flèches qui partent de droite à gauche. Et pourquoi je l'ai posté ? C'est parce qu'en fait, je me suis dit, mais bon, c'est pas grave que ce soit moche, je m'en fous. Limite, tu vois, j'aurais pu tricher, j'aurais pu faire un autre truc totalement plus beau et faire, ah ouais, mais en fait c'est joli, vous l'avez vu. Mais en fait, tout le monde a joué le jeu jusqu'à maintenant de faire ce brouillon.
et de se dire à la fin, bon, j'aurais pas fait ça comme ça si j'avais plus de temps, etc. Et du coup, j'ai aussi voulu les suivre et de leur dire, bah, regardez, si vous pensez que c'est moche, regardez-moi à côté. Genre, franchement, vous êtes des artistes largement plus méritants que moi là-dessus, dans ce brouillon, et allez-y, foncez. Ça aussi, c'est ce que j'essaie de défendre là-dedans, c'est que c'est un brouillon, c'est pas grave. On fonce quand même et on verra bien ce que ça donne. Peut-être que plus tard, ça donnera quelque chose de beau. Je trouve que c'est vraiment une qualité que tu as, effectivement, de allez-y, on fonce, c'est qu'un brouillon, puis on va s'améliorer. Puis ouais, il y a le micro qui était dégueulasse, on a pété, on va refaire l'épisode, on va améliorer le niveau et tout. Et c'est génial, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on arrive à faire un épisode. Effectivement, ton dernier, il est nickel, quoi. Et puis voilà, et c'est pas au premier que tu fais une œuvre d'art, et au contraire, vaut mieux pas s'arrêter là. Il faut avancer parce que c'est dans tout ce chemin qu'on apprend, donc c'est trop bien. Enfin, vraiment, je trouve ça chouette. Effectivement, ça me fait marrer parce que tu le dis et t'y vas. Donc l'authenticité marche en plus à fond, et je pense que c'est ça aussi qui fait que les personnes aiment ton podcast. Ça commence à grandir. J'ai vu que t'avais 1000 personnes déjà en abonnés, plus de 1000 personnes. En fait, sur Instagram, donc j'ai plus de personnes qui me suivent via Instagram que via le podcast. Ce qui est intéressant, mais en même temps, je comprends. Parce que via Instagram, j'ai réussi quand même à développer une communication qui est plutôt sympa, qui est de parler des artistes dont je parle dans le podcast, qui est aussi de parler des recommandations qu'on fait via le podcast, et aussi de créer donc des belles, entre guillemets, des belles images, ou en tout cas, j'essaie de les améliorer pour que ce soit des belles images, et donc qui sont facilement partageables. Donc, ouais, c'est un compte qui marche bien, qui je pense est en grande vitesse. En tout cas, c'est mon point de vue. Et ouais, je suis content, je suis assez fier de cette communauté Instagram qui s'est développée. C'est bien parce que c'est un bon prolongement dans ton podcast. Il y a un truc en plus qu'on va trouver sur Instagram, et puis on a envie de voir, le brouillon de l'artiste quand on l'entend. Et j'aime beaucoup. C'est un très bel exemple de comment bien faire un univers tout autour de son podcast, cohérent, aligné. Je t'en parlais en off. Et c'est ça qui m'a inspiré aussi dans ton podcast et l'envie de te recevoir. Et la deuxième question que j'avais par rapport à l'extrait qu'on a écouté, en fait, t'es en train de nous décrire, je me suis raconté cette histoire, cette maison de Juliette. Pour moi, en fait, c'est ton podcast, et ce couple, c'est toi et ta voix, en fait. Vous êtes réunis ensemble, et t'as cette maison qui accueille des artistes sans aucun jugement sur leurs placements sociaux, et puis qui créent, qui sont là à amener cette énergie-là. Moi, j'ai vu comme ça, bien entendu, peut-être pas toi, mais ça m'a fait tilt. En fait, sur le coup, non, mais peut-être que inconsciemment, il y avait de ça, c'est possible. Mais je me suis beaucoup inspiré de ce que je connaissais déjà, je pense, dans le cinéma, et je pense ce qui pouvait marcher. Dans les images que j'ai pu entrevoir au moment de ce brouillon, il y avait eu... tu vois, problème, c'est que dès que je veux parler d'un truc, je me rappelle plus des noms, donc terrible. Donc voilà, pour résumer ce qu'il y avait dans ma tête, c'est qu'il y avait des films et des animés japonais qui popaient dans ma tête, et dont lequel je me suis beaucoup inspiré de la couleur et parfois un peu des personnages d'histoire. Donc voilà, et ma voix et moi, ouais, pourquoi pas. Après, il y a le côté évidemment artistique, les fusions passionnelles, etc. Le côté aussi un peu héritage, où c'est des jeunes qui reprennent la maison et qui accueillent tout le monde, toutes les classes sociales, et aussi où l'art est quelque chose de rassembleur et pas de diviseur. C'est pas du tout français, c'est pas grave. Oui. On va garder diviseur, c'est beau. On va garder diviseur. Allez, let's go. Mais en fait, tu vois, tu rassembles les personnes autour de l'art dans ton podcast. Il y a vraiment cette communauté, cette communion qui se crée autour de ton podcast. Donc, tu as créé un bel espace. C'est cool, et je te souhaite vraiment de continuer à fond la caisse. Tu as envie de faire combien d'épisodes? C'est ouvert, cette réflexion, ou pas? Voilà. Ouais, j'ai pas du tout pensé à ça. Alors déjà, je sais qu'il y aura une petite pause à partir de février jusqu'à avril-mai, parce que je pars aux États-Unis pendant ces mois-là pour un échange universitaire. Et donc, à moins que je trouve un moyen de le changer un petit peu, ce qui est possible entre-temps, je pense qu'il y aura une petite pause. Mais le compte Instagram, je pense, va continuer. Et à partir de ce moment-là, je vais le modifier un petit peu pour qu'il puisse encore vivre, et que la communauté artistique et jeune puisse suivre encore un peu cette vibe-là. Et dans tous les cas, je pense que je vais continuer le podcast bien après aussi. Génial. Est-ce qu'il va y avoir des apéros jeunesse artistique, ou une galerie jeunesse artistique, des expos Et carrément. Alors déjà, il faut savoir que tous les brouillons, je les garde, parce que un jour, je vais acheter un tableau en liège et je vais tous les accrocher. Vraiment, c'est incroyable. Ça, c'est un énorme tableau de tous les brouillons. J'ai hâte d'en avoir des milliers pour tous les accrocher autour. Et ouais, j'ai évidemment pensé à des soirées jeunesse artistique où il y a tous les invités, et
tout le monde artistique autour qui vient, ce serait incroyable. Et évidemment, Julien, tu es invité. Avec grand plaisir. Est-ce que du coup, tu te dis aussi, je vais pouvoir me faire vraiment beaucoup d'argent avec ces brouillons qui peut-être, il y a un futur Picasso, il y a un futur Gauguin et compagnie. N'en parle à personne, s'il te plaît. C'était encore un secret jusqu'à maintenant. J'ai vu clair dans tes plans. Alors... Ah, c'est génial en tout cas, bravo. Et pour terminer cette partie, avant d'aller dans la dernière partie de l'émission des recos de l'hebdo, alors tu nous as conseillé de foncer, de pas se poser de questions. Qu'est-ce que tu conseillerais d'autre aux personnes qui veulent se lancer dans le podcast, qui ont peur, mais qui ont envie en même temps, là, cette énergie que moi j'ai très bien connue et qui me faisait faire du surplace? Qu'est-ce que tu peux nous donner? En fait, aujourd'hui, le podcast, c'est quelque chose de très libre. Donc, si vous ne pensez ne pas avoir votre place dedans, c'est que vous mentez, en fait. Il y a une place carrément et qui est là pour vous. Et c'est la vôtre. Donc, évidemment, rien n'est parfait, mais, et surtout au début, mais en fait, elle est un peu comme vous n'êtes pas parfait. Et moi, aujourd'hui, mon podcast, il n'est pas du tout parfait, mais il est comme il est et c'est très bien. C'est un beau bébé quand même et il va grandir, il va gagner en maturité, il va sûrement gagner en qualité. Et vous aussi, vous allez gagner en qualité au fur et à mesure des jours. Donc, foncez. En fait, vous n'avez rien à perdre. Surtout ça, le truc à se dire. Vous n'avez rien à perdre. Génial. J'ai mon extrait pour partager sur les réseaux. Merci Grégoire. Top. C'est chouette. Il a la voix fatiguée, c'est pas bon signe. Radio Juno. Nous sommes toujours sur l'hebdo des ateliers Juno sur radiojuno.fr, hebdo numéro 7, accompagné de Grégoire Cornillo, qui est le réalisateur et producteur de son podcast qui s'appelle Jeunesse Artistique. Et est-ce que tu as la voix fatiguée, là, Grégoire, comme le suggère le jingle? C'est à toi de me le dire. Est-ce que j'ai la voix fatiguée ou pas? J'ai pas l'impression. C'est bien, ton rythme est plus posé. Là, on est bien, ça ronronne, ça tourne, c'est cool. Tant mieux alors. Tant mieux. Eh bien justement, on va faire appel à ta voix parce que dans les recos de l'hebdo, la rubrique actuelle, je n'ai pas de jingle et je demande aux invités d'en faire un. Alors c'est les recos de l'hebdo et voilà. Qu'est-ce que tu peux nous faire comme jingle improvisé avec ta voix là? Ok. C'est les recos de l'hebdo. Parfait. Merci Grégoire, c'est génial. Est-ce que tu écoutes beaucoup de radio et de podcasts, toi? Tu te nourris beaucoup les oreilles? En vrai, oui. Mais j'avoue que j'écoute quand même plus de musique que de podcasts. Mais podcasts, ouais, j'en écoute pas mal et des différents. J'aime bien pareil chiner, essayer de voir un peu ce qui se fait par-ci par-là. Mais il faut savoir que j'en écoute beaucoup plus depuis que j'ai créé mon podcast qu'avant l'avoir créé. Le podcast, je l'ai découvert grâce au Covid. Et notamment au confinement, au premier, où on avait un peu tous rien à faire chez nous. Et le podcast, c'était un peu une sorte d'évasion parce que il y avait beaucoup d'histoires, de fictions qui sont faites dessus. Et justement, là où il était difficile d'aller voir des images au théâtre et au cinéma, il était beaucoup plus facile de s'évader grâce au son et à la création sonore. Mais tu nous as choisi une série sur Netflix que tu as dû peut-être aussi regarder. Enfin, pas la série qui n'était pas sortie, mais pendant le confinement, on a aussi pas mal bouffé de Netflix, enfin pour certains. On écoute ça et on en parle après. When I was a kid, me and my sister, we played a game where we pretended to chase monsters away. I'd say, no monster's gonna get you when I'm here. Then a real monster showed up. I have to find her. The world's growing smaller every day. Up there on the surface, the topsiders are leaving the undercity further behind. I believe I've discovered something incredible. A way to harness magic through science. You don't understand what's at stake. Power doesn't come to those who are born strongest. It comes to those who will do anything to achieve it. Imagining yourself a hero. Then what are you waiting for? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Grégoire? C'est la série Arcane qui est actuellement disponible sur Netflix et qui est sortie il y a, je crois, 1 mois, tout pile, ou 3 semaines. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimes dans cette série? Cette série est dérivée du jeu vidéo League of Legends, mais développe une histoire un peu tout à part grâce au lore de League of Legends qui est au départ tout petit dans le jeu vidéo, mais qui s'est développé grandement grâce à cette série.
Cette série parle de l'histoire de deux sœurs, de Powder et de Violet, qui se surnomme Vi. Et on va les suivre dans leur ville qui s'appelle Zaun, une ville souterraine en dessous d'une ville plutôt florissante et vecteur de progrès qui s'appelle Piltover. Et donc, à l'inverse, cette ville, Zaun, est une ville un peu de pauvreté où la drogue, la violence et justement un peu la classe sociale complètement cassée se retrouvent. Et ces deux sœurs vont vivre des aventures un peu périlleuses et vont mettre leur destin en jeu. Bref, foncez voir cette série, c'est incroyable. Et ouais, c'est vrai que j'en ai entendu pas mal parler lié au poste de mes anciens collègues de travail et il y a pas mal de personnes qui ont travaillé dessus. C'est vraiment beau, hein. Je me suis lancé dans le premier épisode hier. C'est très beau, c'est bien animé, puis il y a un bel univers en fait. C'est vraiment ce côté entre dessin et 3D. Est-ce que le jeu League of Legends ressemble aussi à ça ? C'est le même univers où ils ont extrait ça, ils ont créé un autre truc, je connais pas du tout donc. Non, en fait, League of Legends, c'est un jeu vidéo de combat. Je connais pas forcément les termes exacts, mais en gros, c'est du 5 contre 5. Le but, c'est de détruire la base adverse et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dedans, c'est qu'il y a des personnages, donc des champions que tu peux jouer, qui ont tous un peu une histoire différente. Mais tu sais, normalement, son histoire tient sur une page et c'est pas forcément pour ça que tu joues à League of Legends. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la série, donc on l'a pas précisé, mais c'est une série d'animation, se base sur ce lore. Le lore, c'est un peu toute l'histoire autour du jeu vidéo, un peu toutes les choses annexes, mais qui donnent un petit côté joyeux et un petit côté aussi une sorte de récompense à ceux qui veulent aller plus loin dans la recherche du jeu vidéo, quoi. Et ce qui est intéressant avec Arcane, c'est que ça développe une histoire assez passionnante et un peu tout autre par rapport aux jeux vidéo, qui, de ce que j'ai compris en tout cas, parce que moi je suis un joueur de base de League of Legends, mais des gens qui n'y jouent pas, ça ne pose pas de problème de ne pas avoir joué aux jeux vidéo. Enfin, en tout cas pour toi. Ouais, c'est mon cas et ça pose pas du tout de problème, c'est hyper intéressant. Et ouais, l'univers est chouette. Il y a vraiment un truc original qui se dégage de cette série. Alors j'ai regardé que le premier, je vais regarder la suite très vite d'ailleurs dès ce soir. Mais merci pour m'avoir fait accélérer au visionnage de ces épisodes. Je vais passer à Marocco à moi. Je ne sais pas si vous connaissez Grégory Pouy et puis son podcast Vlan. Il en est déjà à l'épisode, alors là c'est le numéro 194, mais je crois qu'il a passé les 200. Ouais, il a passé les 200. C'est dingue, hein, déjà ça sur la longueur. C'est vraiment puissant d'avoir cette régularité-là et puis cette aisance qu'il prend et puis les personnes qu'il rencontre, vous vous rendez compte quel autre médium vous permet de rencontrer 200 personnes, d'échanger avec elles pendant au moins 1 heure et de s'enrichir de ça, de vous nourrir, de parler. Enfin, vous vous rendez compte la richesse que c'est de faire ça. Donc sur la longueur, bien entendu, c'est le plus intéressant de tenir. On voyait Mathieu Stéphanie là, du podcast Génération Do It Yourself, il en a passé aussi plus des 200 et il a fait ça depuis 5 ans et il a plus de 600 000 vues par mois, ce qui est énorme, et il s'est fait un réseau. Tu parlais de réseau tout à l'heure, Grégoire, dans le sens vraiment, hein, le réseau c'est un outil, hein, c'est pas pour dire quelque chose de négatif, c'est un outil qui va vous permettre d'aller contacter des personnes, faire des projets, créer et lever de plus en plus de freins également, donc c'est très puissant. Et avant de mettre l'extrait, tu t'imagines avec autant d'épisodes dans la poche, sous la main? C'est difficile parce que pour chacun de mes invités, j'ai un peu une attache particulière pour chacun. J'ai une histoire avec eux. Donc 200, tu sais, ça fait un peu beaucoup. Tu sais, tu te dis, est-ce que je vais réussir à avoir 200 attaches avec 200 personnes ? Est-ce que je vais me rappeler de tous leurs prénoms ? Non, pas sûr. Ouais, c'est compliqué. Mais en même temps, tu crées un contact émotionnel très particulier. Je le vois. Alors là, moi, dans les hebdos, je suis au niveau du 7e, au numéro 7. Mais il y a un lien, comme tu dis, par l'image, par l'ambiance, par le moment aussi dans ma journée ou dans ma semaine où je suis avec faire cet hebdo, assez unique. Et très vite, je vais me reconnecter à ce moment parce qu'il y a un ensemble de sens. Tous mes sens ont été connectés en fait à ce moment. Et c'est assez puissant. Est-ce que toi, au bout de 200 fois, tu arriverais à avoir toujours un peu cette puissance Alors, à évoluer, c'est sûr, mais je me vois... de toute façon, elle va m'accompagner. Elle va accompagner mon énergie, elle va accompagner ma vie, elle va accompagner mes hauts et mes bas. Et par contre, je vais essayer de tenir cette régularité-là
parce que c'est la clé de... En fait, on a souvent beaucoup de difficultés à voir les bénéfices à long terme et que c'est plus facile, effectivement, d'aller manger une pizza que d'aller se dire, tiens, chaque matin, je vais aller un peu courir ou autre, parce que dans un an, en fait, tu vas avoir une bien meilleure santé et dans 2-3 aussi. Et cette régularité, j'ai envie de l'ancrer. Pas y penser, mais d'avoir ces habitudes-là de vie qui sont bénéfiques pour moi, mais qui seront encore plus bénéfiques plus tard. Et déjà, ce que ça m'a fait cet épisode... J'imagine pas en avoir fait 100, c'est encore plus puissant. Et j'ai fait avant Bonnes Ondes, ce qui m'a vraiment lancé dans la création radiophonique, où j'en ai fait 65. Et quand je regarde maintenant, je dis, 65 quand même. Et bah, ça m'a appris tout le métier que je réalise maintenant encore mieux et que je transmets, en fait. Et donc, ouais, c'est tellement plein de promesses, de richesses que je suis très excité à l'idée de dire, ça y est, je pose une diffusion du 200e épisode, quoi. Et je pense sortir du podfade parce que j'ai levé des freins émotionnels qui m'empêcheraient d'arriver. Tu sais, le podfade, au bout de 10 épisodes, il y en a même 80%, je crois, qui n'arrivent pas au 10e épisode. Ouais, c'est ça. Donc, et toi, tu y es presque. Ouais, j'y suis presque. Et je crois que la moyenne de vie d'un podcast, si je me trompe pas, c'est 3 mois. Il y a moyen. Si tu prends tous les podcasts qui ont été créés jusqu'à maintenant, la moyenne de vie, c'est 3 mois. Et souvent, tu as un peu le côté... si tu dépasses les 3 mois, c'est déjà un cap que tu as réussi à dépasser. C'est incroyable. C'est clair. Mais en fait, ça, c'est la clé pour tout. Parce qu'avant, je terminais jamais les projets. Maintenant, je sais que j'ai réussi. J'ai fait un Inktober une fois, il y a 2 ans. Non, il y a 3 ans, quand j'étais en Espagne, j'avais quitté Paris. Et waouh, de faire un Inktober, un dessin par jour, une couleur. Moi, je mettais sur Instagram, mais c'était tellement un putain de challenge de réussi. Et une fois que j'ai ancré ça, c'est plein de petites victoires qui s'accumulent et qui t'arrêtent de dire non, je suis trop mauvais, je suis trop un feignant, je suis machin parce que j'ai jamais rien terminé. Et ça y est, tu mets un peu à neuf les choses. Et pour le podcast, allez-y, parce que si vous le faites pour le podcast, vous le ferez pour toutes les choses dans votre vie. Je me surprends à faire du sport régulièrement ou à faire des choses régulières, alors qu'avant c'était genre vas-y, je mettais tout à la jaille, quoi. On passe à mon extrait parce que sinon je vais continuer à parler. Les personnes qui nous écoutent savent que elles sont un peu perdues. On est dans une sorte de crispation. Donc il y a beaucoup de peur qui remonte. Pour vous, c'est l'expression de quoi, ce grand retournement ? Qu'est-ce qu'on est en train de traverser ? Vous savez, je n'ai pas inventé le mot. En vérité, je suis une amoureuse des textes bibliques, mais ma connaissance de l'hébreu m'a permis de découvrir une traduction bien souvent très infantile d'eux. Ou bien une traduction juste, mais insuffisante, et qui ne pouvait pas être comprise au temps où on lisait les textes autrefois. Alors qu'aujourd'hui, où les événements se précipitent, tout à coup, ces textes-là se révèlent à nous. Il y a une sorte de levée de voile, si vous voulez, qui est quelque chose de tout à fait émouvant aujourd'hui, sur beaucoup de choses, et en particulier sur ces textes bibliques. Donc mon travail m'a permis de les traduire un petit peu autrement, et c'est là où j'ai vu que nous vivions à l'heure actuelle quelque chose que l'on peut appeler en effet un grand retournement. Vous savez, je suis une mère de famille, j'ai attendu un bébé, des bébés même, et je sais comme toute femme que pendant les 6 premiers mois de la grossesse, l'enfant se développe sur le plan anatomique et physiologique. À la fin du 6e mois, il est achevé. Et à partir du 7e mois, il y a un retournement dans le ventre de la mère et il vit 3 autres mois dont on ne sait pas très bien pourquoi. Et moi, j'avais l'intuition depuis longtemps. Pendant ces 3 derniers mois, l'enfant recevait une information d'un ordre totalement différent concernant son être, un être beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil, qui lui permettait, au bout des 9 mois, de pouvoir venir au monde avec non seulement la possibilité de développer tout son être animal, mais aussi un jour de développer son être divin. Car je crois que les 3 derniers mois de gestation ont concerné pour l'enfant à recevoir une information d'ordre divin, de cet ordre qu'il est appelé à devenir lui-même.
Alors, c'était un extrait du podcast Vlan, numéro 194 de Grégory Pouy, pardon. Et la personne que vous venez d'entendre, c'est Annick de Souzenel. Elle a 99 ans. Donc, ça revient sur l'image qu'on avait sélectionnée au tout départ. Je l'imagine bien avoir ces mains-là. Elle est vraiment passionnante à écouter. Et puis, moi, ça me parle énormément parce que c'est lié aussi à mon éveil qui est spirituel cette fois-ci, qui est aussi lié aussi un peu à l'éveil de ma voix. Et je reconnais tout à fait, en fait, ce ressenti-là par rapport au divin qui est en nous. On peut appeler ça notre âme, on peut appeler ça notre être profond, qui fait qu'en fait, par moments, c'est ce moteur-là qu'on écoute, qui vient et qui est rassurant et qui nous fait nous avancer. Et pour moi, dans la voix, dans le podcast. Et c'est hyper intéressant qu'elle parle de cette période parce qu'on sent bien qu'actuellement, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe, aussi bien dans le bien que dans le mauvais, mais il y a beaucoup d'éveil. Le Covid a éveillé beaucoup de personnes qui se sont mis à faire du podcast, qui se sont mis à faire de la radio, mais pas que, qui changent de métier, j'en rencontre plein régulièrement, qui décident de vivre d'une autre manière, qui décident de s'arrêter et de changer les règles du jeu, la planète aidant, et on est vraiment dans ce basculement. Donc le mauvais peut sortir, mais le meilleur arrive, et je pense qu'il a déjà gagné, et donc ça me motive à entendre des personnes comme ça qui ont ce recul-là, avec en plus les textes sacrés qui ont beaucoup, beaucoup de sens aussi, quand on les détache de ces interprétations un peu trop masculines et puis un peu poussiérées avec le temps. Et c'est vraiment intéressant d'ouvrir ça et d'ouvrir cet éveil-là, cette écoute-là. Est-ce que ça te parle, ça, un petit peu, Grégoire, ou pas du tout ? Ouais, ça me parle. Et puis, pour le coup, je la trouve vraiment passionnante. J'ai l'impression qu'elle nous guide en nous tenant la main. C'est trop mignon, trop sympa. Genre, j'ai hâte en fait de redécouvrir l'épisode et de l'entendre de A à Z. Je suis limite frustré d'avoir eu un extrait. Écoute, avec grand plaisir, il fait 1 heure. On aurait pu continuer, mais il est vraiment bien. Et cette femme, effectivement, a une voix qui... Waouh! Et il y a cette puissance. Et là, tu sens qu'elle est vraiment tellement ancrée à ce que moi j'appelle l'être profond, ton divin en toi, qui fait qu'elle te fascine. Et juste une voix peut fasciner à ce point-là. Bien entendu, il y a tout son vécu des 99 années derrière. Et je vous invite donc à l'écouter parce que c'est un super épisode. L'hebdo des ateliers Junot. On arrive à la fin de cette émission, 1h32, c'est cool, ça avance à fond la caisse, mais c'était encore un passionnant échange avec toi Grégoire, donc merci déjà pour ça. J'ai envie de te poser 3 dernières questions. Alors, j'ai tiré une carte pour toi, et il y a aussi des questions dans mes petites cartes, et elle est arrivée cette question pour toi, et j'ai demandé quelle est la dernière question que je pouvais te poser. Qu'est-il temps d'inviter dans ta vie, Grégoire ? Encore une fois, ce sera encore une fois une question très passionnante, mais une réponse très dure. Qui il est temps d'inviter dans ma vie ? Qu'est-il temps d'inviter dans ta vie ? Ah, qu'est-il temps d'inviter dans ma vie ? Pas qui, mais qu'est ? Alors, peut-être que c'est quelqu'un, mais qu'est-il temps d'inviter dans ta vie ? J'aimais bien, je trouvais qu'elle était sympa cette question. Le voyage. Je me rends compte que j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, même si paradoxalement j'ai beaucoup déménagé. Et même si j'ai déjà fait quelques pays, mais j'ai l'impression de m'être jamais arrêté en voyageant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais de profiter un peu du paysage de ce voyage, de pas courir en voyageant. De pas faire le tour de la Colombie en 15 jours, quoi. Ouais, voilà, ça sert à rien. En fait, j'ai envie de voyager et j'ai envie de comprendre pourquoi les gens se disent ressourcés en voyageant, parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas eu cette... bien sûr, j'ai appris pas mal de choses en voyageant, j'ai gagné en voyageant, mais vraiment la ressource, j'ai envie d'avoir de la ressource en voyageant. Donc le voyage aujourd'hui, j'aimerais bien être invité par ça. Génial, parfait. Quelles sont tes actus à venir ? Alors, mes actus à venir, très prochainement, il y a un court-métrage dans lequel j'ai participé en tant que un peu assistant de production et couteau suisse, qui s'appelle Nemesis, qui sort le 15 décembre sur YouTube, sur la chaîne YouTube qui se nomme F-Action Production, donc F-Action Production. Et voilà, je vous invite à le voir au moment où il sortira. Sinon, mon podcast Jeunesse Artistique est toujours d'actualité. Dans mes actions un peu plus personnelles, je suis toujours en écriture de pas mal de choses, notamment d'un court-métrage comédie musicale qui arriverait, je pense, dans 2-3 ans, le temps qu'il se fasse, etc. Et toujours dans l'écriture de plein de choses, mais ça, c'est plus secret. Et voilà, c'est déjà pas mal. Bah ouais, c'est clair, c'est déjà pas mal, génial. Une autre question, il m'en reste 2. Alors, tu t'imagines où dans 5 ans et dans 10 ans ? Dans 5 ans, plusieurs possibilités. Soit je recommence un peu des études plus centrées sur ce que je veux faire, donc dans le métier du cinéma,
ou du moins je commence une activité professionnelle là-dedans. Et dans 10 ans, je me vois bien créer ma propre structure et créer mon propre art, quoi. Ou diriger l'art que je veux créer, quoi. De pas suivre celui d'autres personnes, mais de diriger le mien. Donc ton art, donc toi à la source de la création, pas des personnes qui créent avec toi, enfin que tu mets ensemble pour créer. Si, évidemment. Mais j'aimerais rassembler des gens autour de la création artistique, mais avoir quand même un pouvoir de direction là-dedans, quoi. Donc dans l'idée, pour être un peu plus concret, ce serait être producteur d'une boîte de production, quoi. Génial, mais de tout type d'art, quoi. Ça voilà, comme à l'image de ton podcast. Plutôt cinéma, mais encore une fois, je me ferme pas de voie. Et effectivement, c'est vrai que jeunesse artistique prend beaucoup de place dans ma tête aussi, et que je réfléchis à qu'est-ce que ça pourrait donner plus tard dans un milieu professionnel. Un label d'artiste, un label de création. Pourquoi pas. On verra. Chouette. Il y a des belles choses à venir. Hâte de suivre un peu tout ça et d'aller au premier apéro. Carrément. Dernière question, cette fois pour de bon. As-tu une question à me poser à moi, Julien ? Julien, quel était ton premier son dans tes souvenirs ? J'y ai pensé tout à l'heure, c'est marrant parce qu'on me la pose jamais cette question. J'ai dit mais tiens, c'est vrai, c'est quoi moi mon premier souvenir ? Et en fait, il y en a un qui est venu, alors je crois que je devais avoir 8-9 ans, tu vois. Et j'étais dans la bagnole de mes parents, je m'en souviens, j'étais au milieu, 3 enfants, moi j'étais au milieu. On remontait dans un coin que je vois très bien où j'ai grandi à Lyon. Une longue route et en fait, je leur ai demandé de mettre de la techno, une espèce de dance parce que j'étais très branché électro, Alarma, 666, je sais pas si tu connais ces sons, mais c'était, voilà, je suis né en 85, donc c'est des sons des années 90, et en fait j'adorais parce que il y avait un côté, même je crois ils ont dû me dire, mais je suis assez différent de mon grand frère et de ma petite sœur, il y avait un côté genre j'étais fier d'être un peu le foufou, tu vois, qui adorait la musique qui tabasse et qui était genre vraiment très vivant, très dynamique, et c'est ce souvenir qui est revenu. Donc merci de me poser la question parce que je l'avais un peu anticipé, mais j'ai adoré d'avoir d'être moi en fait, et c'est ça que je retrouve vraiment aujourd'hui, c'est j'arrête de m'interdire d'être moi, je m'autorise à être qui je veux, je m'autorise à parler de spiritualité si ça me fait plaisir, je m'autorise d'enregistrer des gens, de faire entendre ma voix, et c'est pas grave si vous n'aimez pas et si vous n'acceptez pas, et c'est ok parce que je juge personne, et si vous voulez me juger, allez-y, mais maintenant, c'est passé. C'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer vers ce que je semble juste. Et puis, la vie m'a emmené dans plein de directions. Donc, autant l'écouter, elle, parce qu'elle a tellement de choses à nous apprendre quotidiennement. Merci infiniment, Grégoire. C'est la fin pour de bon de l'émission. On termine avec Maria Callas, qui est une super chanson que j'ai découverte hier dans l'émission de Mika, le chanteur Mika. Je ne sais pas si vous le connaissez, si sûrement. Il a une émission une fois par mois sur France Musique, ça s'appelle Les Larmes de Mika. Et elle porte très bien son nom. Et il y a des très très belles sélections musicales, très variées, sous l'angle de Mika. Donc je vous invite vraiment à l'écouter. Sinon, on va faire une petite pause là. Il reste une émission avant les fêtes de fin d'année. Donc surtout ne pas la rater parce que ça sera le mercredi 15 décembre à 18h avant de reprendre en janvier. Et je vais recevoir le génial François Perrache. Alors je sais pas si ça te parle, Grégoire, mais c'est le créateur de 57 rue de Varennes sur France Culture et de Guerre en Fils sur Arte Radio. C'est 2 pépites. 57 rue de Varennes, c'est une fiction politique radio de 6 saisons. Il vient de terminer la 6e et dernière. De Guerre en Fils, c'est un bijou documentaire radiophonique. Donc manquez pas cet homme, il est passionnant à écouter, j'ai été formé avec lui sur l'écriture radiophonique, il est incroyable. Donc vous allez adorer ce futur échange. Et puis là je vous laisse avec Maria Callas. C'était l'hebdo des ateliers Juno avec Grégoire Cornillo. Foncez écouter son super podcast Jeunesse Artistique, c'est vraiment de la balle. Ça se dit encore de la balle, je sais pas. Vas-y, t'inquiète pas. Merci, vous pouvez deviner à mes mots mon âge. Et puis je vous laisse avec Maria Callas. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao. Oh
baju